Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, troisième conférence de cette année 2025-2026 universitaire. Donc, nous avons le plaisir, pour la deuxième année consécutive, d'accueillir Robin Lecoeur, triathlète, et surtout le plus dur des triathlons. On peut dire ça. Le plus long, l'Ironman, minimum 7 heures. Oui, minimum, oui, 7h30 pour 7h30 les meilleurs. Pour les meilleurs. Donc, et donc, une belle nouvelle. Robin va vous expliquer tout cela, mais pour la deuxième année consécutive également. Donc, on a la chance d'être au premier rang. Robin s'est qualifié pour l'Ironman d'Hawaï, donc le plus prestigieux au niveau mondial. Donc, pour la deuxième année consécutive. Donc, félicitations. Merci. Puis ça montre aussi qu'un... Alors, normalement, c'est à la fin, hein. Mais ça montre aussi que l'entraînement, ça paye quand il est bien réfléchi, hein, puisque ce genre de performance n'arrive pas par hasard. Eh bien, on va te laisser la parole. Et puis, bonne conférence, mon cher Robin. Merci beaucoup Frédéric. Bonjour à tous. Du coup, vous l'avez entendu, je m'appelle Robin Lecoeur. Aujourd'hui, on va parler de sport. Alors, un peu de données scientifiques, mais très peu, hein. C'est surtout une expérience de vie, un mode de vie. Comme c'est indiqué dans le titre, le sport, pour moi, aujourd'hui, c'est une source d'épanouissement. Depuis le jeune âge, on va dire, mais aussi dans les études, dans le sport, donc dans les activités de loisirs et au niveau professionnel aussi, hein. Donc vous allez voir tout au long de la conférence, j'ai englobé tout ça pour pouvoir faire et pratiquer le sport comme je l'entends et comme je le veux. Ok ? Alors, brièvement, du coup, j'habite à Caen depuis, on va dire, 2021, mais je travaille également à Paris, okay, dans une association que je vais vous présenter ensuite. Mes études, j'ai fait un master STAPS en management du sport, donc j'étais comme vous, j'étais en licence, donc moi plus spécifiquement en management du sport, mais à Caen. Du coup, j'ai fait mon Master 1 à Sunderland en Erasmus. Et après, j'ai terminé mon Master 2 à Besançon, plus sur le développement territorial des activités sportives. Parce que ma volonté, moi, c'est de développer le sport d'un point de vue territoire. D'accord ? Mais ça, c'est plutôt professionnel. Et vous verrez ensuite que je développe aussi des choses sur Caen. Donc, mon emploi actuel, je suis coordinateur associatif. On va dire que je suis quelqu'un de très fiable et qui s'installe dans le temps. Ça fait 10 ans que je suis dans mon association et ça fait 10 ans qu'on la développe. D'accord ? C'est une vraie volonté. Quand je fais quelque chose, c'est de le développer de A à Z. D'accord ? Je ne fais pas du one-shot. Tout comme dans ma pratique sportive, j'ai effectué et monté les paliers au fur et à mesure. Aujourd'hui, je pratique le triathlon longue distance. Okay ? Vous savez qu'il y a plusieurs formes de triathlon. Vous connaissez les différentes distances ? Ouais. J'entends S. SML, Alf. Alors L et Alf, c'est pareil. D'accord ? Il y a L tout à fait, et après on passe à XL. Ok ? Le XL, en gros, c'est le label Ironman, et Ironman, c'est une marque. Vous allez voir que Ironman, c'est bien ficelé et c'est un gros business. D'accord ? Les meilleurs triathlètes ou voilà, ceux qui veulent aller à Hawaï, eh ben, on lâche une belle fortune. Alors vous avez vu au début, j'ai mis des sponsors pour pouvoir financer mes voyages, donc c'est un autre aspect de la pratique sportive, donc ça ne va pas que dans le sport, c'est qu'on a tout un travail autour pour pouvoir pratiquer. Ma philosophie que je garde depuis toujours, c'est l'action, la résilience et la persévérance. L'action, c'est-à-dire que je suis toujours dans l'action. Si j'ai une idée, j'essaye de la mettre en place. Et après, on voit si ça marche ou ça marche pas. Mais si ça marche pas, eh ben, on réfléchit à une nouvelle méthode pour la mettre en place. Et donc, c'est la persévérance. Vous allez voir que sur des années de pratique, il y a beaucoup d'échecs et quelques réussites. Okay ? Il faut savoir échouer pour avoir une grosse réussite à un moment donné. Okay ?
Ça, c'est important. Alors, pour rentrer dans mon histoire sportive, alors je ne suis pas un triathlète de base. C'est ça qui peut être intéressant. Je ne suis pas nageur de base. J'étais à votre place en STAPS et je crois que je l'avais déjà dit l'année dernière, mais il y avait plusieurs groupes. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a le groupe des pingouins et le groupe des dauphins ou fusées comme vous voulez. Et du coup, je faisais partie du groupe des pingouins. Et c'est pas la note de la natation qui m'a fait avoir mes années de STAPS, ça c'est sûr. Mais voilà, après, avec les années, on s'entraîne, on pratique, on ne devient pas un grand nageur, mais on arrive à se débrouiller pour sortir du mieux possible sur les longues distances. D'accord ? Parce que moi, je suis plutôt issu du football. J'ai fait 20 ans de foot au club de La Ferté-Macé. Donc si vous êtes canet, vous connaissez sûrement dans l'Orne. Je vois que La Ferté-Macé fait réagir. Ah oui, j'ai entendu au fond, ouais. Je sais pas pourquoi. Pas de réaction. C'est parce que ça doit être un gros club bien reconnu. Voilà, ça doit être ça. Ouais. Ça doit être ça. Non, mais oui, après, on a toujours des rivalités entre les clubs, c'est normal. C'est ça qui fait la beauté du football. Du coup, moi, je suis issu du foot, donc 20 ans de foot, de 6 ans à 25 ans à peu près. J'ai fait de l'équitation une dizaine d'années plus en loisir et de la moto quelques années aussi. Voilà, c'était des activités qui ont perduré. Malheureusement, le foot, j'ai dû arrêter à l'âge de 25 ans parce qu'il y a eu beaucoup de blessures. Blessures moins graves, plutôt musculaires sur la cuisse, les ischios, qui n'étaient pas très solides, et un peu plus graves avec les ligaments croisés. Où ça m'est arrivé 3 fois. Classique pour un footballeur. C'est très classique, ouais. Mais au bout de la troisième fois, j'ai choisi de ne pas me faire opérer et de passer à autre chose parce que forcément, l'opération, elle est assez lourde et surtout la rééducation qui est assez longue pour revenir dans les meilleures conditions. Et on n'est même pas sûr que ça tienne dans le temps. Donc forcément, j'ai fait un choix et je suis passé sur le triathlon et c'est là où j'ai vraiment commencé à nager parce que c'était le seul sport au début que je pouvais faire, et après il y a eu le vélo, après il y a eu la reprise. Et je vois que tu as inscrit moto, tu as fait de la moto de compétition ? Alors non, ça c'était plus en loisir. Équitation, moto, c'était en loisir. Le football me prenait déjà beaucoup de temps, mais c'était vraiment un loisir qui était quotidien, au moins 1 à 2 fois par mois. En plus des activités que je faisais à côté. L'équitation, c'était sur La Ferté-Macé ? Et l'équitation, j'en ai fait 10 ans à la Pellerin, ouais. Mais il y a eu un moment donné où j'ai dû faire c'était à la chapelle Saint-Michel des Andennes ? Non, c'est La chapelle non, sur La Ferté. C'est sur La Ferté, vraiment ? Ouais, au niveau du moi, lac. j'ai fait de l'équitation à la chapelle, je crois. C'est possible, il y en a beaucoup, ouais. Mais voilà, l'équitation, j'ai passé mon galop 1, mais c'était vraiment pour aller faire autre chose que le foot. Mais après, à un moment donné, quand on a 2 ou 3 entraînements par semaine, il faut faire des choix. Donc ça s'est orienté vers le foot. Et aujourd'hui, je suis sur le triathlon. Et je mets triathlon parce que j'ai commencé à l'âge de 25 ans jusqu'à, on va dire, 29-30 ans, où je faisais ce que vous avez dit, des S, des M pour le fun. Le format olympique, c'est... Format olympique ? C'est quelle distance ? M, 1540 km et 10 km de course à pied. C'est ça, c'est 1500 mètres de natation, 40 km à pied, à vélo, pardon, et 10 km à pied. Tout à fait. Et le sprint, c'est moitié moins, on est à 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied. Les 2 épreuves sont olympiques ? Non, il n'y a, que le M. Il n'y a que le M qui est olympique. Tout à fait. Après les sprints, vous pouvez voir les Super League qui sont plus là des marques qui mettent ça en place, où c'est un peu plus tonique. Et là, le M et le S, ce sont des pratiques que l'on peut réaliser en club, hein, c'est ça ? Il y a des championnats d'équipe ou... Il y a des championnats d'équipe, ouais, tout à fait. Tout à fait. Enfin, après, c'est plus de la D1, D2 sur les clubs. Au country, on est surtout bon en duathlon. Duathlon, T'es adhérent au country aussi ?
Comment ? Tu es adhérent au country. Je suis adhérent au country oui, depuis 3 ans, où c'est un gros club de triathlon. On est autour de 400 adhérents. Et ils ont des grosses équipes en duathlon, où là, ils font course à pied, vélo, course à pied. Du coup, le triathlon, et moi, je me suis spécialisé en triathlon longue distance vers l'âge de 29-30 ans, où là, on passe plus sur du half, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du half ou L, et XL ou Ironman. Donc, half, on est à 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon à la fin. Et pour l'Ironman, vous doublez, où là, on passe à 3,8 km de natation, 180 de vélo et un marathon à la fin. D'accord ? Donc ça prend une bonne partie de la journée quand on part sur la course. Alors, mon parcours professionnel, là, ce qu'il faut savoir, même pour vous personnellement, c'est très très important d'utiliser votre réseau. Moi, c'est ce que je dis à mes alternants ou les personnes que je rencontre. Le sport, c'est il y a un grand réseau sur qui on peut s'appuyer, où on partage les mêmes valeurs et où les personnes peuvent vraiment vous aider. Je vous dis ça parce que quand j'ai fini mon master, mon premier poste, ça a été agent administratif au service des sports de la ville de La Ferté-Macé. Et du coup, ce poste-là, c'était un remplacement, mais je l'ai eu grâce au fait que j'étais au club de foot et que j'encadrais et qu'on me connaissait bien sur la ville. Voilà, ça m'a permis de me faire une première expérience professionnelle avant de prendre mon premier CDI, donc là sur Paris, en tant qu'agent de développement à l'association Montmartre Natation Sauvetage. Donc moi, je suis salarié chez Profession Sport et Loisirs Francilien et je suis mis à disposition à l'association. D'accord ? L'association, quand je suis arrivé, c'était que des bénévoles, j'étais le premier salarié. Ok. Et aujourd'hui, on est 8 personnes à temps plein, on a 10 maîtres nageurs, une trentaine de formateurs, des services civiques, des bénévoles. Tout ça pour vous dire que, voilà, des fois, il faut aussi parier sur le futur et, comment dire, ne pas trop réfléchir à ce qu'on a à l'instant T, mais à ce qu'on peut construire sur le futur. Ok ? C'est très important. Et aujourd'hui, mon statut sur l'association a changé. Je suis coordinateur associatif où je coordonne l'ensemble des structures. On a une structure sur Paris, sur la Seine-Saint-Denis et sur le Val d'Oise. D'accord ? Et je vais vous dire ce qu'on y fait brièvement dans l'association. Donc je vous ai dit, j'étais vraiment pas issu de la natation. Je savais pas encore vraiment nager quand je suis arrivé dans la structure. Et pourtant, j'ai commencé à travailler dans une association de natation. C'était ton destin. Et de sauvetage, et apparemment c'était mon destin. Des fois les choses se font bien en effet. Elles se font bien et puis ça s'enchaîne, donc il ne faut pas trop se poser de questions des fois. Et donc l'association, elle se compose en 4 pôles. On a un pôle sportif où on fait water polo, natation, triathlon, sauvetage sportif, aquagym. On a 250 adhérents. On a un pôle formation où on est organisme de formation, on forme au PSC, PSE1, PSE2, BNSSA, brevet de surveillant de baignade et maître nageur. Et on est CFA, là je vous ai dit tout à l'heure que j'avais des alternants, donc du coup on a des alternants dans notre BPGEPS AN. On a un pôle opérationnel où on a une 60aine de bénévoles qui vont faire des postes de secours sur des événements. Et un pôle social où on fait des maraudes. D'accord ? On apporte du confort, du réconfort aux personnes sans abri. Et on a une mission assez simple, c'est de rendre accessible la natation au plus grand nombre. Et rendre accessible les métiers aquatiques au plus grand nombre. C'est-à-dire que le but de l'association, c'est vraiment l'apprentissage et l'accessibilité pour tous. Ok, on n'est pas dans la performance. Je suis dans la performance de mon côté professionnel et je suis dans le socio-sport. Je suis dans la performance du côté de ma pratique sportive et je suis du côté du socio-sport dans mon parcours professionnel. D'accord ? Je suis là pour accompagner les personnes. Et ça, c'est vraiment mon objectif. Donc on peut parler d'une association à utilité publique. Exactement.
C'est ça, l'association, en gros, on a des financements, on est dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les quartiers difficiles de la Seine-Saint-Denis, où on est là pour les accompagner sur quelques mois, quelques années, et au bout du compte, ils deviennent maîtres nageurs. Et ce qui est important dans la natation, c'est que c'est un environnement en tension, les métiers aquatiques. Si vous sortez avec un diplôme BNSSA, alors peut-être ici, on va dire que vous avez un job saisonnier, mais à Paris, Île-de-France, vous avez un CDI à la clé si vous êtes assidu et que vous travaillez bien. D'accord ? Donc pour les personnes en difficulté, c'est un vrai tremplin. Alors, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu disais tout de suite, quand tu as présenté ton premier travail à la Ferté-Macé. Tu disais que les réseaux, c'était important. Est-ce que tu peux nous approfondir un peu cette question du réseau aujourd'hui, puisque on est aussi tous les deux sur LinkedIn et on utilise LinkedIn, bien sûr, pour faire savoir ce que l'on fait. Dans quelle mesure les réseaux t'ont permis d'accéder à ce métier, à évoluer et peut-être, pourquoi pas, à développer aussi ton activité de performance, le triathlon, quoi. Le réseau, il est important. Déjà, comme je l'ai dit, ça a mis le pied à l'étrier pour mon parcours professionnel. Vous avez pu voir aussi en début que j'avais mis des logos en bas. C'est les sponsors qui peuvent m'accompagner ou partenaires sur mes courses et sur ma saison. Et la plupart des partenaires que j'ai, c'est du réseau que j'ai rencontré grâce à mon travail. C'est par exemple du réseau au quotidien avec ma banque. C'est ce qui permet, les gens me connaissent, ils savent ce que je fais et du coup j'entretiens ce réseau-là. Frédéric il a parlé de LinkedIn, c'est aussi un réseau qui est très important parce qu'en fait les professionnels peuvent voir ce que vous faites au quotidien. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte et l'animer. L'animer, l'entretenir. L'entretenir pour pouvoir, après, à un moment donné, avoir besoin de quelqu'un. Quand vous passez quelque part, de laisser une bonne image, c'est important. Un jour, ça vous reviendra toujours. Je le dis souvent, moi, à mes BPGEP Sahel, le métier de la natation ou les métiers aquatiques, c'est un cercle tout petit. Et forcément, si on laisse une bonne image, derrière, les gens ils vont se souvenir de vous, revenir vers vous plus facilement. Alors, le cas contraire. Je vais te titiller un peu. Un exemple concret, tu parlais du fait que tu étais footballeur dans la ville de la Ferté-Macé et que de cette pratique sportive, tu as pu avoir ton premier emploi comme agent administratif. Tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est fait ? C'est assez simple. Je revenais d'Angleterre. Du coup, je venais d'apprendre que j'avais les croisés et qu'il fallait que je me fasse opérer. Donc le moral dans les chaussettes ? Un peu le moral dans les chaussettes, tout à fait. Du coup, je venais de finir mon master également. Donc il fallait que je cherche un emploi en même temps. Et en fait, mon entraîneur de la Ferté-Macé travaille aussi au service de la ville, au service des sports. Et son adjointe administrative partait en congé maternité et il m'a proposé le poste pour que je puisse me faire opérer tranquillement et après avoir un emploi assis et pouvoir faire ma rééducation à la Ferté-Macé. Donc en gros, il m'a aidé. Alors c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que ce que tu as développé dans ta pratique sportive a créé un climat de confiance avec ton entraîneur, qui lui-même t'a permis de pouvoir intégrer un poste sur un remplacement. Tout à fait. Hein, c'est exactement ça. Donc, faut pas hésiter à aller sur les emplois de courte durée. Hein, et t'a permis donc d'avoir ce premier... et tout est parti de là, du coup. Tout à fait. Et après, c'est aussi plusieurs années où j'ai fait du bénévolat dans le club. C'est tout ce qu'on laisse derrière nous qui nous revient à un moment donné. Très bien, très intéressant. Ce n'est pas du one-shot, justement. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit au début. Ouais. Je ne travaille pas comme ça. Merci. Du coup, voilà, l'association Montmartre Natation Sauvetage, et aujourd'hui, elle est reconnue. On est affilié à la Fédération de sauvetage et de secourisme, à la Fédération de tri, à la Fédération de natation, et on est reconnu comme structure d'accompagnement sur Paris et l'Île-de-France.
Alors là, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous ai dit tout à l'heure qu'à l'âge de 29 ans, jusqu'à l'âge de 29 ans, j'ai fait des sprints, des M pour, on va dire, pour le plaisir. Le problème, c'était un peu comme le foot, c'est que je me suis blessé régulièrement parce que le foot ou les sports d'endurance, c'est différent, c'est pas la même chose. Donc j'ai fait un choix, c'est-à-dire que j'ai voulu me professionnaliser pour prendre du plaisir, pour essayer d'éviter de se blesser et de se faire accompagner. Parce qu'on peut entraîner quelqu'un, mais s'entraîner soi-même, c'est très compliqué. Certains y arrivent, mais c'est très compliqué de se remettre en question. Donc, vous pouvez voir My Tribe Coaching. Après, il y a beaucoup de boîtes de coaching individuel qui ressortent. Hein. C'est très, très en vogue. My Tribe, ça a été créé par Fred Bellobre et Charlotte Morel. Alors Fred, peut-être que vous le connaissez de nom, mais il a fait les Jeux Olympiques en triathlon à Londres, de mémoire. Et Charlotte Morel, elle était triathlète professionnelle, mais plus sur longue distance. Et donc ils ont créé cette boîte-là, où là, ils accompagnent des triathlètes, que ce soit professionnels ou amateurs, dans le running, trail, cyclisme, natation. Ils font aussi de la nutrition et ils intègrent de la PPG. Alors, à quel moment, tu l'as plus ou moins évoqué, tu as vraiment eu le ressenti, le fort désir d'avoir recours à ce type de structure? Eh ben, après mon premier half, où je me suis blessé 6 semaines avant la course. Du coup, ce qui a mis un peu en péril ma petite prépa que je faisais. Alors, ça n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais voilà, c'était une petite prépa à la hauteur de ce que je pouvais faire à l'époque. Donc, c'était à hauteur de tes connaissances en STAPS, et de mes ton connaissances ressenti, aussi, oui. mais naturellement, c'était vraiment une pratique amateur, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, j'ai eu beaucoup de frustration avec la course parce que, étant blessé, on arrive amoindri. Et là, je me suis dit, pourquoi pas. Et à l'époque, ça commençait à se lancer. Et pour moi, les boîtes de coaching, c'était vraiment que pour les professionnels. Ton point fort sur les 3 activités, c'était laquelle? Là, on va dire que c'était le vélo et après la course à pied. Je m'effondre pas trop après la course. Après le vélo. Mais du coup, ça a été un choix pour vraiment prendre du plaisir. D'accord, ça a été ça à la base. C'était pas forcément pour performer. Quand j'ai pris cette boîte de coaching, c'était je voulais pouvoir m'entraîner tranquillement, de façon constante et pouvoir faire mes courses avec du plaisir. Toujours. J'imagine en ayant recours à ce type de structure, tu diminues aussi la charge mentale du point de vue de la construction de l'entraînement dont tu n'as plus, que tu ne prépares plus, et puis au moins tu te consacres complètement à ton activité. Tout à fait. C'est aussi ça qui permet de jongler entre sa vie perso, sa vie professionnelle et sa pratique sportive, parce que forcément, vous allez voir, il y a une application qui est très bien faite. Moi, j'ai tout qui est synchronisé et voilà, j'ai pas à réfléchir ce que je vais faire demain. On donne nos disponibilités à l'entraîneur et l'entraîneur fait en fonction de tout ça. D'accord. Et en effet, ça enlève une charge parce que j'ai pas à réfléchir à est-ce que je vais faire de la VMA demain, est-ce que je vais faire la semaine prochaine tel type de séance, de la SV2. Voilà, c'est vraiment un gain de temps, on va dire. Alors, ce que tu dis là, c'est drôlement important parce que c'est totalement en relation avec la formation de nos étudiants qui sont présents, en sachant qu'ils seront certainement amenés à peut-être à réfléchir l'entraînement d'autres personnes pour concrétiser leur activité professionnelle, quoi. Tout à fait. Et de toute façon, maintenant, la plupart des personnes prennent des coachs ou des boîtes de coaching pour ça, pour pouvoir jongler entre toutes ces choses. Et le bon coach, c'est ce qui différencie des autres, c'est sa prise en compte de tous ces facteurs. D'accord ? C'est pas que des séances, un plan d'entraînement, c'est vraiment global, d'accord ? Avec la vie perso, professionnelle et sportive de la personne. Et maintenant, tu suis toujours le même coach, tu es toujours avec le même coach? Ouais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis fiable et
Et quand ça me convient, je reste. Ça va faire maintenant 6 ans. Non, je suis dans la 7e année. 7e année avec le même coach. Et il me connaît par cœur et on n'a même plus forcément besoin d'échanger beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il gagne du temps encore? Alors, juste une petite préoccupation technique. Vous me demandez le micro, sinon on ne vous entendra pas à la retranscription de la conférence. Voilà une question ici. Bréavoine en L3ES, c'est spécialité APPN. Et donc le coach, vous l'avez choisi ou vous avez été donné par défaut? Par défaut au début. D'accord. Alors moi, en gros, j'ai choisi la boîte de coaching et après j'ai fait un petit entretien avec leur coordinatrice qui m'a proposé l'entraîneur. J'ai pas demandé je veux telle personne en effet. Il m'a été attribué et en fait aujourd'hui. Vous n'aviez pas de critères sur l'entraîneur de base? Non. Non. Au début, à vrai dire, je connaissais pas forcément. Alors aujourd'hui, peut-être que si je change, j'aurais plus d'exigences forcément, mais à l'époque, non, pas forcément, non. Et c'était surtout du coaching physique ou il y avait du mental à côté? Est-ce que ça s'est diversifié avec le temps, son entraînement? Alors ouais, ça s'est diversifié, mais alors lui, avec MyTribe, c'est que physique, d'accord? Tout est à distance. Je ne l'ai jamais rencontré en vrai. Il habite à Nice et on fait tout à distance. D'accord. Ouais. Mais par contre, vous allez voir, ce que tu as dit, c'est intéressant parce que vous allez voir après, par contre, que j'ai diversifié les choses et je me suis appuyé sur beaucoup de personnes, que ça soit mental, matériel, un kiné, un médecin du sport. Il faut s'entourer. Et alors juste rapidement, en fait MyTribe, ils ont développé aussi, vous pouvez regarder, c'est une application, c'est iDoSport. Moi je l'utilise aussi pour coacher des personnes. Vous verrez, j'en fais aussi un petit peu. C'est une application où tout est intégré, hein, d'accord. Bon, peut-être que certains connaissent, il y a Nolio, il y a d'autres applications comme ça. Mais en gros, le coach met la séance dedans, on la synchronise avec notre montre, et notre montre, elle se resynchronise avec l'application, et lui, il a toutes les données, que ce soit fréquence cardiaque, puissance, la PMA, les allures, voilà, tout ce qui s'ensuit. Et après, ça peut aller très loin, on peut mettre notre sommeil, on peut mettre plein de choses, d'accord ? Vous avez des questions pas sur l'application ou la boîte de coaching ou c'est bon? Sur l'application. On va prendre le micro. Et pour tout ce qui est système de rémunération, etc., comment ça se passe? Que votre entraîneur, je suppose qu'il doit être rémunéré peut-être pour le travail qu'il effectue, donc ça passe par l'application, des choses comme ça? Alors, oui, c'est par l'application, ouais. Là, moi, je paye directement la boîte de coaching, après qui doit payer l'entraîneur, mais oui, ils sont rémunérés, ouais. Et là, un tarif d'accompagnement par mois, parce que tu peux avoir des accompagnements différents, d'accord, des formules différentes. La première formule, quand j'ai commencé, j'avais pris une planification par mois, c'est-à-dire que chaque fin du mois, l'entraîneur il revenait vers moi en m'écrivant via la plateforme de discussion mes ressentis, mes disponibilités sur la semaine, ce que j'avais bien fait, ce que j'avais pas bien fait. Mais par contre, ça ne s'actualisait pas. D'accord ? Donc si par exemple on était blessé ou si on en avait un imprévu dans le mois, il ne pouvait pas remettre à jour le mois. D'accord ? Ce n'était pas le contrat. Donc au bout d'un moment, et surtout quand il y a eu le Covid, je me suis retrouvé un peu embarrassé parce que je ne savais plus où j'en étais, parce que je suivais tellement ce qu'il me disait qu'une fois qu'on ne pouvait plus sortir ou on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait, je ne savais plus quoi faire. Et là, je me suis dit, peut-être falloir passer à une autre formule. Et il y a une autre formule où il fait une planification semaine par semaine. D'accord ? Donc chaque dimanche soir ou lundi matin, on s'écrit pour savoir comment s'est passée la semaine. Et après, j'indique mes disponibilités. Et là, en fait, dans la semaine, je peux lui écrire quand je veux et il me répond quand il est disponible, mais au moins, on échange au quotidien. Et donc, c'est modifié de façon hebdomadaire, mais est-ce que la programmation, elle est faite sur un an ou jusqu'à une compétition ou quelque chose comme ça, ou c'est vraiment que à la semaine? Alors, c'est que à la semaine, mais par contre, moi, j'ai mis mes objectifs, vous allez voir, sur l'année, sur la saison. D'accord ? Donc, il sait les différents objectifs. Après, s'il veut, il peut rentrer dans les cycles sur iDo et me mettre, là, on est
on est en macro-cycle ou on est en préparation générale, en préparation spécifique. Il peut rentrer dans ces détails-là. Moi, je ne suis pas exigeant là-dessus. Certains athlètes aiment bien avoir tous ces détails. Donc, on ne rentre pas là-dessus. Moi, je lui fais totalement confiance. Oui. Donc Nathan Bidot, je suis en L3 ES, je veux devenir préparateur physique. Et je voulais savoir du coup justement, pendant le Covid, comment tu as pu gérer tes entraînements avec les restrictions de distance et tout ça? Eh ben, il a fallu s'adapter. En plus, j'habitais à Paris à l'époque. Donc c'était encore plus compliqué. Mais du coup, c'était des entraînements sur home trainer. On tournait un peu en rond. Mais par contre, j'avais la chance quand j'étais à Paris, vu que moi je suis dans l'association, une association agréée de sécurité civile. On renforçait le SAMU aussi, donc j'avais le droit de sortir de chez moi. Et pour la natation, ça marchait comment? Et la natation, de mémoire, il y a eu un trou. On a fait de la préparation physique à côté, avec des entraînements spécifiques pour les bras, mais en effet, c'était pas pareil. Okay. Ouais. Merci. Avec des élastiques pour essayer de refaire le mouvement de la natation et retravailler les bras pour perdre le moins possible. Alors, je vous ai fait un petit historique de quand j'ai commencé. En plus, j'ai rajouté une photo parce que quand j'étais venu la dernière fois, j'étais arrêté à 2024, ce qu'on avait fait l'année dernière. Je vous l'ai dit, ça a commencé en 2019 pour prendre du plaisir, ne plus me blesser. La première photo que vous voyez, on est sur l'Ironman du Portugal. C'était mon premier. En 2021, où j'ai fait mon premier Ironman. Donc vous voyez, j'ai commencé en 2025. Et 6 ans après, j'ai fait mon premier. Alors après, j'ai pris mon temps. Certains vont très vite et le font rapidement. Mais voilà, j'ai pris le temps dans l'entraînement pour pouvoir faire mon premier dans les meilleures conditions, on va dire. Parce que c'était un chrono honorable pour un premier. Et ensuite, la deuxième photo que vous voyez, ça a été ma première qualification pour les championnats du monde Ironman à Hawaï. Donc là, c'était l'Ironman de Copenhague en 2024, où là, j'ai atteint mon premier objectif. Il faut savoir que si vous prenez la photo de 2021, à aucun moment j'envisageais de me qualifier à Hawaï. En fait, c'est venu au fur et à mesure, en prenant du plaisir dans l'entraînement, en continuant à m'entraîner d'année en année. Et en fait, c'est venu au fur et à mesure du travail et du plaisir. Et donc 2024, j'ai fait mes premiers championnats du monde, où vous verrez, je vais rentrer dans les détails après, mais où ça s'est très bien passé. Et la troisième photo date de septembre 2025, où là c'était l'Ironman du Pays de Galles, où je me suis requalifié une deuxième fois, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, pour Hawaï. Alors justement, par rapport à ce que tu dis, et puis après je passe le micro, c'est drôlement intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que quand tu as commencé les longues distances, tu ne visais pas forcément Hawaï. Du tout. Et ça s'est construit au fur et à mesure du plaisir, de l'entraînement et puis des performances que tu obtenais, j'imagine. C'est ça. Est-ce qu'on peut mettre cette idée d'aller vers Hawaï sur l'idée de dépassement de soi? C'est exactement du dépassement de soi. En plus, c'est ce que j'aime dans ce que je fais. Mais après, j'ai pris mon temps et je me suis dépassé à chaque fois que j'ai fait une course. Ouais, c'est ça. En fait, c'est plus tu faisais de courses, plus tu réussissais. Tu nous raconteras peut-être ton manque de confiance sur un triathlon, me semble-t-il. Oui, après, ouais. C'est parce que c'est drôlement intéressant en termes de résilience. Mais c'est comme ça que tu construis le projet Hawaï, en fait. Tout à fait. C'est sans se projeter intellectuellement ou psychologiquement, tu le construis grâce à tes performances, en fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'était ça, grâce à mes performances, et puis grâce à l'avancée, les classements qui sont de mieux en mieux, et on y approche, et on se dit pourquoi pas, en fait. Et au bout d'un moment, on commence à construire les choses. Et est-ce que du coup, quand tu te déplaces sur des compétitions, tu es en équipe ou c'est complètement solo? C'est pas un peu comme le cyclisme où on va avoir des équipes qui ont des matériels spéciaux et communs,
et qui font des stages de 1-2 semaines de préparation ou c'est vraiment individuel? C'est tout seul. Ok. Tout seul, là c'est vraiment individuel, hein. Tout ce que j'ai construit, c'est propre à moi. C'est ce que je disais tout à l'heure, le country par exemple, ils ont une équipe en D1 de duathlon. Là c'est une équipe où ils se déplacent sur des courses en équipe. Là c'est vraiment individuel. Et du coup, par exemple, pour les championnats du monde, est-ce que c'est différent? Est-ce qu'il y a des qualifications équipe de France avec des temps spéciaux, etc., pour être accompagné avec une équipe, l'équipe de France tout simplement, ou c'est toujours tout seul encore? Alors sur Hawaï, c'est tout seul, c'est vraiment individuel. En fait, les qualifications pour Hawaï, comment ça se passe? Il y a différentes catégories. Il y a une catégorie professionnelle, où là, ils sont pros, ils ont fait des temps et ils ont demandé le statut pro. Et on a des catégories amateurs où c'est en catégorie d'âge. Là, moi, quand je me suis qualifié la première fois, j'étais en 30-34. Donc sur un Ironman, par exemple, il faut être dans les premiers de sa catégorie pour avoir ce qu'on appelle le slot. Le slot, c'est le ticket qu'on obtient à la cérémonie du label Ironman pour pouvoir aller à Hawaï. Et il y en a quelques-uns par catégorie. Est-ce qu'on peut assimiler le slot à des minima qu'il faut faire pour pouvoir se qualifier? Alors c'est exactement des minima, ouais, c'est ça. Hein. Si on arrive dans les premiers, on se qualifie. Et si on arrive dans les 10, on peut se qualifier, mais il faut que les premiers ne l'aient pas pris. D'accord? Donc là, par exemple, au premier, j'ai eu la chance d'être dans les 10 premiers de ma catégorie. Et certains étaient qualifiés devant, donc je l'ai eu grâce au roll, on appelle ça le roll down. Du coup, ça passe de main en main tant que la personne ne l'a pas prise. Permets-moi, Robin, de dire que ce n'est pas que de la chance. C'est pas que de la chance, non, tout à fait, parce qu'après sur le Pays de Galles où j'ai fait en septembre, je suis arrivé 5e de la course. Et du coup, 2e de ma catégorie. Donc du coup, là, ça a été, par exemple, le ticket était... je savais qu'à l'arrivée, j'avais déjà mon ticket. Je n'ai pas eu besoin d'aller à la cérémonie pour attendre de voir si c'était possible. Ça fonctionne comme ça. Mais il y a beaucoup de monde sur les courses Ironman. On est entre 1500 et 2000 athlètes. Donc dans le monde, il doit y avoir une 60aine de courses à peu près. Donc, peut-être que j'en rajoute, on va dire 30. Donc il faut bien les choisir. Comment? Il faut bien les choisir. Là. Il faut bien les choisir et maintenant avec l'expérience, je sais où je dois aller pour pouvoir performer suivant les courses. Et le Pays de Galles, ça en fait partie. Par rapport à Copenhague où c'était un peu plus... Alors quand tu dis que tu sais, ça veut dire que tu connais le parcours à peu près et que des parcours vont mieux te convenir que d'autres, quoi. C'est ça, exactement. Si on fait la différence entre les deux qualifications, Copenhague c'était tout plat. Du coup c'est mieux pour les gabarits un peu plus costauds et grands que moi qui suis un peu petit et pas très gros on va dire sur le vélo. Alors que le Pays de Galles c'était vallonné et du coup ça me correspondait mieux. Comme sur le marathon c'était également vallonné. Donc c'était très très usant et c'est ce qui m'a permis de bien performer parce que tout se goupillait ensemble. Et après il y a aussi la météo qu'il faut prendre en compte. Alors je ne sais pas, peut-être que tu as prévu d'en parler forcément, j'anticipe peut-être un peu, mais il me semble qu'au tout début de ta carrière de triathlète de longue distance, tu avais tendance à vouloir en faire beaucoup, c'est ça? Tout à fait. Pour en fait au fur et à mesure... je sais pas, je devance peut-être tes propos, choisir un ou deux triathlons Ouais, dans la programmation, en effet, ouais, j'en parle après. Et vous allez voir en plus que j'en parle où c'est important. Par exemple, l'année dernière, ma saison a été plus que réussie, mais par contre, j'ai dû abandonner 3 ou 4 courses de mémoire parce que ça passait pas. Et vous allez voir qu'en fait, quand on a notre objectif principal qui se réalise, et en fait, tout ce qui s'est mal passé avant, en fait, tout est balayé et on n'y pense plus du tout. Et on n'oublie plus. Comment? Et on l'oublie, je veux dire. Et on l'oublie, oui, tout à fait. Néanmoins, importance de s'en souvenir pour pas refaire les mêmes erreurs, quoi. C'est ça. Et après, on retravaille pour ça. Intéressant quand même dans ce que tu dis là, ça veut dire que tu as accepté d'abandonner pour te reconcentrer sur d'autres courses. Tout à fait. C'est un peu ça, Tout à fait.
Ça doit pas être évident d'abandonner quand on est persévérant comme toi. C'est frustrant, mais en fait, ça, je l'ai appris d'année en année où en fait, il vaut mieux abandonner pour pouvoir se réentraîner plus rapidement que d'aller un peu trop loin et de se blesser un peu plus gravement et d'être bloqué plusieurs semaines sans pouvoir courir ou autre. Ça, c'est vraiment à prendre en compte. Il y a une démarche mentale quand même dans la réalisation de la performance, dans ta réalisation, c'est-à-dire être capable aussi de se projeter sur du plus long terme, en acceptant une frustration liée à une blessure ou un abandon, en se disant je vais continuer ma progression et je vais peut-être réussir à me qualifier sur une autre pratique, enfin sur une autre performance, quoi. Tout à fait. C'est ça, il faut savoir voir plus loin que le jour même, surtout quand on est dans un mauvais jour. De toute façon, vous le verrez, vous pouvez le voir avec les grands athlètes ou les grands professionnels. La plupart du temps, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas à 100% tout le temps. Si on voit des Rafael Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic en tennis, il y a des moments, ils jouent à 60%, mais ils sont tellement au-dessus du lot qu'on ne s'en rend pas compte. Mais eux, ils vont vous dire que là, ils sont dans un mauvais jour. Les grands jours, c'est très très rare et du coup, il faut vraiment le prendre et le savourer quand ça arrive. C'est important. Bourlier Maxime, du coup étudiant L3ES en entraînement sportif. J'avais une question par rapport du coup à la pratique. C'est quoi la pensée principale qui occupe votre esprit pendant ces courses-là qui sont parfois très longues? La pensée principale, c'est très long. Il y a des moments où on se demande ce qu'on fait là. Ça c'est clair. Mais vous allez voir après que la préparation mentale, c'est devenu incontournable dans ce que je fais. J'ai commencé l'année dernière avec une préparatrice. On a fait 10 séances et elle m'a permis de pouvoir me recentrer quand on est dans des moments négatifs, comme tu le dis, ça peut arriver, et d'essayer de trouver des parades ou des images positives pour pouvoir avancer. D'accord ? Mais c'est sûr que sur 9 heures de course, on a le temps de penser à beaucoup de choses. Et on le sait d'avance qu'il va y avoir des moments où ça va être compliqué et en fait il faut être patient. C'est aussi ça que j'aime dans l'Ironman parce que moi avant, quand j'étais dans le foot, j'étais pas quelqu'un de très patient et toute cette pratique m'a permis de m'amener ces compétences-là pour pouvoir performer aussi. Et moi ça m'a un peu choqué quand tu as dit que tu n'avais jamais vu ton coach. Et du coup, est-ce que c'est un peu comme dans les ultra-trails où on a des ravitaux avec une personne qui te soutient, on va dire, mentalement? Et du coup, cette personne, c'est pas ton coach? Non. Ok. Non, et de toute façon, c'est pas comme en ultra-trail. À la différence de l'ultra-trail où, en effet, t'as soit ton partenaire qui est sur tes ravitaux et qui peut te dire des mots pour te booster. Sur les courses, on n'a pas le droit. Si on nous donne quelque chose extérieur, alors ça peut arriver, hein, c'est pas, de toute façon, il y a tellement de monde, mais normalement, on est disqualifié. Il faut soit avoir tout sur soi, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne, soit prendre les ravitaux qui sont déjà sur la course. Est-ce qu'il y a une volonté ensuite de faire des triathlons Cyriaque Potier, triathlète, spé natation. Est-ce qu'il y a une volonté ensuite de faire des triathlons plus extrêmes comme le Norseman avec du coup plein de montagnes à gravir, même en course à pied, et une natation où on se repère avec des feux? Ouais. Ça, c'est mon... Alors, je ne l'ai même pas mis parce que je suis resté dans ma programmation, je suis resté à Hawaï en octobre, mais oui. De toute façon, je pense déjà à ce que je peux faire après, parce que voilà, je ne vais pas aller à Hawaï forcément à chaque fois, sachant que ce n'est pas forcément une course ou un parcours qui me correspond. Et en effet, le Norseman, ça m'intéresse, le label X-Tri m'intéresse, ou même l'Embrunman que j'ai jamais fait, alors que c'est quelque chose de mythique en France. C'est vraiment des courses qui me font rêver aussi. Ouais. Et en plus, qui me correspondent plus, comme je l'ai dit sur le Pays de Galles, ça grimpe et la course à pied, elle est très dure. En effet.
Justement, j'allais te poser la question, tu n'as jamais fait le Embrun alors? Non. Pas encore. Non, pas encore, non. J'ai été animé, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ironman, c'est un beau business et ils arrivent à nous animer parce qu'il y a des slots, parce qu'il y a des qualifications, parce que l'organisation, on paye très cher une course. À titre d'exemple, je crois que c'est autour de 700 € l'inscription. Hein. Voilà, c'est pas une petite inscription où on se dit tiens, je vais aller faire ça le week-end prochain. Hein. C'est vraiment une intégration à son mode de vie pour la course. Alors, je ne sais pas si tu vas nous en parler, certainement. Ton premier Ironman à Hawaï, il me semble que c'est aussi une aventure familiale, non? Tout à fait. On parlait de soutien tout à l'heure dans la course, mais il y a aussi tout l'environnement. Tout l'environnement, ouais, c'est exactement ça, c'est familial. Moi, vous allez voir que voilà, ça prend beaucoup de temps, je m'entraîne beaucoup et il faut forcément le soutien familial pour pouvoir s'entraîner. Après, je fais des concessions parce que je me lève très tôt pour aller m'entraîner. Vous pouvez me voir partir à 5h du matin, 5h, 6h du matin, faire du vélo. Même en hiver, j'ai des lumières, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir partir de bonne heure et pouvoir rentrer pas trop tard, on va dire, chez soi. C'est important et c'est ça, je pense, qui me permet de maintenir cette pratique parce que forcément, à un moment donné, chez certains, ça peut exploser. Mais voilà, il faut essayer de faire des concessions. Donc, tout est optimisé. Et là, je vous ai mis les différentes courses Ironman que j'ai fait. Et donc, normalement, je serai à mon 9e Ironman, distance Ironman, parce qu'il y a eu Suite Deauville qui étaient les mêmes distances, mais pas le label, le 10 octobre 2026 à Hawaï. Alors, une question, parce que tu disais qu'il y avait des parcours qui te convenaient plus que d'autres. Moi, je m'intéresse au vélo, par exemple, 180 bandes de vélo, c'est quand même assez conséquent. C'est clair que si tu le fais sur du plat ou au Pays de Galles, que ça monte et ça descend, je sais pas, ou tout simplement Exactement. à Embrun, c'est pas la même performance, c'est pas le même effort. Non, c'est pas du tout On est pareil. bien d'accord. Alors comment l'organisation pour se qualifier pour Hawaï calcule la difficulté ou les minima en fonction des parcours? Est-ce que tu... Alors, il y a pas de... En fait, c'est sur la course. De toute façon, on fait tous la même course. Les slots, c'est sur la course. C'est en fonction des performances de chacun, en fait. Ouais, sur la course même. C'est pas sur la difficulté du parcours. Non, c'est sur le classement de la course. Par exemple, le Copenhague, où c'est un Ironman plat, où j'avais fait 8h41 sur la course. Donc en gros, c'est entre 1h et 1h03 de natation. Il y avait 4h45 de vélo et on a fait 3h au marathon sur Copenhague. Alors que le Pays de Galles, il y avait du courant, on a dû faire 1h06 de natation. En vélo, on était sur plus de 5 heures et le marathon 3h10 parce que c'était vallonné et on a fait 9h47. Le premier il fait 9h37. Un petit marathon en 3h10 après pandémie. Oui, après c'est de l'entraînement, la nutrition qui permet de maintenir l'intensité. C'est tout ça qui doit bien matcher. Gaulier Tom, étudiant en L3 AES, spécialité basket. Du coup, toi, t'estimerais à combien le budget global d'un Ironman, en comprenant nutrition, l'équipement, etc. Je suis en train de regarder, je vais vous le faire passer. Alors, par exemple, le budget d'Hawaï pour 2024. Là, si vous voulez, alors parce que je vous ai dit tout à l'heure, on est sportif, mais voilà, par exemple, pour Hawaï, moi, pour rechercher mes sponsors, je monte des dossiers et du coup, je leur présente mon projet et ils m'aident financièrement s'ils le veulent ou ils m'aident avec du matériel. Par exemple, pour Hawaï, c'est un budget de 8 000 €. Parce que si on se qualifie à la course, donc on a fait la course, on a payé la course où on doit pour se qualifier. Et pour avoir son slot, il faut payer aussi pour aller à Hawaï et ça coûte 1 500 €. Rien que le ticket, d'accord, pour s'inscrire à la course. Donc il n'est même pas offert quand tu es qualifié.
Non, il n'est pas offert quand tu es qualifié. Donc en fait, à partir du moment où tu sais que tu approches de la qualification, la plupart des personnes, ils montent un dossier, ils recherchent des sponsors pour pouvoir financer tout ça. Parce que 1 500 € le ticket pour Hawaï, le billet d'avion c'est 1 300, 1 400 € aller-retour. Si on reste 15 jours là-bas, on est autour de 2 500 € le logement. Et la vie là-bas, sur place, est très chère. La nourriture est très chère parce que c'est une île. Et il faut une voiture parce qu'il n'y a pas de transport comme à Paris ou même si on est sur Caen, voilà, il faut louer une voiture ou sur 15 jours, on est autour de 600, 700 €. Donc ça fait un global de 7 000, 8 000 € avec aussi le matériel qu'on a dans notre pratique que je note pas dedans sur l'année. Mais si vous voulez regarder, je peux vous le faire passer. Tiens. Donc ça, c'était celui du premier Hawaï où j'ai monté un dossier avec un budget. Donc il faut beaucoup de compétences pour monter tout ça, différentes. Mais ça s'apprend au fur et à mesure. On s'intéresse à différentes choses. Ouais, pardon. Gabriel Chevet, spécialité natation. Je voulais savoir, plus une question technique, savoir si dans les formats Ironman, le drafting était autorisé, notamment au vélo. Non. Non, il n'est pas autorisé. Non, sur Ironman, c'est pas autorisé. Il faut être à plus de 12 mètres derrière le vélo. Donc, on rappelle ce que c'est que le drafting. Et le drafting, oui, c'est de prendre la roue d'un autre cycliste qui est devant soi ou de rouler en peloton. Si vous faites l'expérience de rouler en peloton ou de rouler tout seul, forcément, vous verrez la différence. Ça roule tout seul en peloton. Et moi, j'avais une question du coup, parce que dans la conférence de l'an dernier, vous parliez que vous n'avez pas encore de nutritionniste. Et là, vous parliez vite fait un peu de nutrition. Est-ce que cette année, du coup, vous avez passé le cap d'en prendre un ou pas encore? Alors là, je ne l'ai pas encore pris, mais du coup, avec l'association Sport Totem, on a fait un webinaire avec un nutritionniste. Et c'est l'idée, je vais normalement voir avec lui. Alors, je n'en ai pas encore parlé, mais j'espère qu'il regardera la vidéo, comme ça, il verra. Mais ouais, de voir avec lui pour qu'on prépare l'adaptation à la chaleur, parce que ça, c'est aussi un facteur très important. Et la nutrition post-course et pendant la course. Mais par contre, je ne veux pas un nutritionniste à l'année, parce que je suis déjà assez exigeant avec tout ce que je fais au quotidien et pour ma famille. Et si je rentre dans ce processus-là, je sais que ça peut être compliqué. Et ce que je comprends. Chevrier Hugo, étudiant en L3, spécialité volley. Je voulais savoir, pour revenir sur les sponsors, si vous aviez des sponsors qui vous suivent sur plusieurs années ou sur des longues périodes, ou si vous cherchez des sponsors uniquement pour sponsoriser les courses et les frais de déplacement et tout ça. En effet, ça c'est une bonne question. Il y a différents types de sponsors. J'ai des sponsors qui m'accompagnent depuis 3 ans de mémoire, avant que je me qualifie au premier Hawaï. Ils m'ont fait confiance, comme Intérim Sport, qui eux sont une boîte d'intérim, mais spécifique dans la natation. C'est-à-dire que une piscine qui lui manque des maîtres nageurs, ils vont les contacter. J'ai le Crédit Mutuel aussi qui me soutient depuis 3 ans. Voilà, des structures comme ça qui me financent en gros la saison. Pas global, mais ils me donnent une aide. Et j'ai des sponsors qui sont venus m'aider pour le projet Hawaï spécifiquement. Tout à fait. Ouais. Du coup, pour rebondir sur ce que tu disais sur la nutrition, est-ce que pendant la course, tu as une stratégie précise de nutrition, par exemple un nombre de glucides par heure à manger, etc. Ouais, tout est calé. Vous allez voir après, j'ai un tableau. J'ai des tableaux Excel maintenant dans tous les sens où tout est planifié. Avant la course, par exemple avant le voyage, je coche tout ce que je dois prendre. Tout est planifié dans mon Excel. Avant la course, je coche tous mes sacs de transition. Pendant la course, je sais à quel moment je vais prendre tel gel, combien de gel par heure, combien d'eau ou d'électrolytes par heure. Tout ça, c'est spécifié et tout est robotisé, on va dire. Tout est robotisé sur la course. Et du coup, tu as dit que tu avais des sponsors financiers. Mais est-ce que du coup tu as aussi des sponsors matériels qui là te suivent à l'année, par exemple si le vélo casse, la paire de chaussures? Ouais. Oui, vélo, je travaille avec Intercycle Mondeville, où là je lui emmène mon. Alors je les paye mes vélos. Par exemple Trek m'aide, il m'aide.
Trek France, mais je paye une grosse partie. Hein. Voilà, après, je suis pas professionnel ou sur la liste ministérielle, mais c'est toujours ça. J'ai Score Running qui m'aide à Caen. Voilà, j'ai la marque Zogs pour la natation qui m'aide également. En matériel, je crois que c'est déjà pas mal. Et nutrition, c'est avec le partenaire Zogs qui a un autre partenaire, il m'aide également. Mais la plupart du temps, je paye aussi ma nutrition parce que j'utilise les gels Endurance sur les courses. Et il faut savoir aussi, alors ça c'est important aussi de le prendre en compte, c'est que vous allez voir à la fin, j'ai mes réseaux parce qu'il faut essayer aussi de communiquer sur ce qu'on fait sur Instagram. Ça, je pense que vous connaissez aussi bien que moi. Mais voilà, je ne suis pas influenceur et aujourd'hui, les marques cherchent des influenceurs et pas forcément des performances. Et c'est un peu des fois la problématique parce que un influenceur qui est très loin dans le classement sur Ironman, même si il fait la même distance que nous et il s'entraîne autant, mais il est plus communicatif sur les réseaux, il fait plus de vidéos et ça marche mieux sur les marques. Mais c'est un métier différent d'être influenceur et ça, j'ai pas voulu forcément rentrer là-dedans. Et j'ai pas forcément les compétences non plus pour avoir la créativité de faire des vidéos tout le temps, en gros. Je crois qu'on en a parlé de la planification d'une saison. Alors là, vous avez vu, il y a 3 étapes. Et c'est ce que j'ai présenté exactement pareil que l'année dernière et je l'ai laissé, sauf que je vous ai mis à côté les objectifs qui ont été validés et les objectifs qui n'ont pas été atteints et les courses où j'ai fait DNF. Et il y en a beaucoup. En gros, quand je planifie une saison, là vous avez vu, c'était sur 2 ans. Parce que mon premier objectif l'année dernière, c'était de faire un half en moins de 4 heures. J'avais fait les championnats du monde en Slovaquie. Malheureusement, je ne l'ai pas réussi parce que j'ai eu un petit problème matériel, ce qui m'a fait perdre un peu de temps. Le deuxième objectif, c'était se qualifier à Hawaï. Celui-là, il a été complété au Pays de Galles. Et donc, mon gros objectif cette année, c'est à Hawaï de faire moins de 9 heures sur la course, sachant que la dernière fois, j'ai fait 9h16. Et l'idée aujourd'hui, c'est de passer cette barre des 9 heures, qui est un objectif assez dur, sachant que la course, c'est tout ou rien. Avec la chaleur, l'humidité et le vent, on peut passer à côté très rapidement. Donc forcément, il y a un risque, mais il faut se mettre des objectifs. Je suis allé la première fois sans attente. Aujourd'hui, j'y retourne avec des attentes. C'est important. Dans une saison, il faut toujours qu'il y ait des objectifs principaux. Alors moi, j'en ai toujours 2 dans l'année. Alors je dis toujours 2, mais cette année, je vais en avoir qu'un. Mais la plupart du temps, j'en ai 2. Il ne faut pas trop s'en mettre. Il faut avoir des objectifs secondaires pour pouvoir passer des paliers et réfléchir à une construction pour avoir une amélioration constante. Donc ça va faire 2 ans et je refais exactement la même saison cette année, hormis le half en Slovaquie. On va dire que le Pays de Galles est remplacé par Hawaï le 10 octobre 2026. Mais vous voyez, là, j'avais fait un 10 km, j'ai abandonné, un semi de Bayeux, j'ai abandonné. Le triathlon de Deauville, c'était canicule et moi, dès qu'il fait chaud, c'est très compliqué pour moi. Et le 5 km de Caen, j'ai abandonné. J'ai des problèmes aux ischios sur des allures comme ça, parce que ça va très vite et c'est un gros point faible pour moi. Donc je travaille en faisant de la muscu, j'essaye de mettre des choses en place pour pouvoir changer, on va dire, ces DNF en chrono. Beaucoup m'ont dit d'éviter ces courses-là et de faire que des Ironman, mais en gros, c'est pas mon objectif et moi, je ne fonctionne pas comme ça. C'est à partir du moment où on a un échec, pour moi, il faut y retourner pour balayer cet échec et réussir son objectif. Donc aujourd'hui, on est en début de semaine, on est lundi. Dimanche, je retourne à la Ronde des Galettes avec comme objectif de finir le 10 km. Tu n'avais pas fini l'année dernière.
Comment? Que tu n'avais pas fini l'année dernière. Que j'ai pas fini l'année dernière, j'ai arrêté au bout de 3 km où mon ischio a eu un petit coup d'électricité derrière la cuisse et qui m'a fait mettre le clignotant. Alors justement, avant de passer la parole, je reviens sur tes ischios. Je crois qu'en préparation mentale avec la personne avec qui tu travailles, qui faisait un DU, hein, je crois, vous avez travaillé sur cette question de l'image mentale liée à la douleur. Et alors, t'en es où dans ce travail-là de mental lié à la diminution de la douleur, on va dire? Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Ouais, c'est ça. Ou alors, en fait, quand on se blesse la plupart du temps, alors pour mon cas, c'est vrai que des fois, ça reste longtemps dans la tête. Même quand c'est remis, des fois, sur les séances, on a l'impression que ça va lâcher. Et en fait, la préparation mentale et le travail qu'on a fait, c'est essayer de se défocaliser de ces sensations, de ces douleurs, et de pouvoir se recentrer sur sa séance. Et ça, c'est très compliqué. Et beaucoup d'athlètes qui rencontrent beaucoup de blessures ont du mal à revenir parce qu'il y a toujours une appréhension. Et c'est important de travailler là-dessus. Et c'est pour ça que mon objectif, c'est de retourner sur ces courses-là. Peut-être de repartir un peu moins fort, parce que forcément, sur des courses comme ça, on part fort parce qu'on a l'impression qu'il faut aller très vite. Mais voilà, il faut changer de stratégie pour essayer d'atteindre l'objectif. Et c'est ce que je vais faire dimanche. Alors après, je vous dirai ça la semaine prochaine si ça a été bien appliqué. Parce qu'on... Ouais, c'est ça, pour vous dire. Un préparateur mental la semaine prochaine. Et c'est parfait. Mais voilà, toujours rebondir, ça c'est important. Il y avait une question, je crois. Est-ce que c'est pas un peu du coup contre-productif de faire des petites distances comme ça quand tu es un peu plus spécialisé sur le Ironman? Et est-ce que ça rajoute pas un risque? Parce que je vois que le semi de Bayeux, du coup, tu as été DNF le 23 mars, sachant que tu avais les championnats du monde de half le 18 mai, quoi. Donc c'était à 2 mois d'intervalle, c'était assez risqué, non, de tenter Tout à fait. Ouais, c'est peut-être un risque, mais après, en fait, là, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà fait 9 courses sur la distance. Et en fait, la préparation Ironman, vous allez voir, je vais vous montrer quelques séances tout à l'heure, là. Elle est très spécifique et chronophage et très longue. C'est des intensités, on reste souvent en aérobie plus. Du coup, après, quand on sort de notre zone de confort, c'est très compliqué. Et en fait, de faire travailler ces vitesses-là, ça nous permet d'avoir une endurance un peu plus élevée et ça nous fait travailler aussi l'économie de course, qui est très importante sur les Ironman. Parce que forcément, après 180 km de vélo, notre foulée, elle est moins dynamique, moins active, moins bonne. Et d'avoir de la vitesse, ça nous permet de garder ça. Oui, puis il y a l'histoire de la monotonie aussi. J'imagine que tu casses la monotonie, tu cours sur différents formats, et forcément, mentalement, justement, ça permet de mieux s'engager peut-être sur tes objectifs généraux, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, cette partie-là, je refais exactement la même parce que ça a bien marché sur le Pays de Galles. Ça me permet de travailler des choses spécifiques comme de la vitesse en course à pied ou travailler la natation. Avant, je mettais 2 Ironman par an, mais en fait, la préparation sur ces courses-là, elle était tronquée parce que j'avais pas le temps de préparer ça et on était tout de suite dans la préparation Ironman. Savoir qu'une préparation Ironman, vous allez, on est sur 12 semaines. Alors, je sais pas si vous connaissez les cycles d'entraînement, mais si normalement ils connaissent. Je crois que vous connaissez peut-être. S'ils ne connaissent pas, il y a un problème. Même mieux que moi, mais voilà, moi, une préparation annuelle, il y a une préparation générale de novembre à mars, où là, on va travailler ce que je vous ai dit de façon plus spécifique. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, la natation, pour moi, c'est quelque chose où je sors très loin des premiers et qui me fait perdre beaucoup de temps. Donc, pendant cette période-là, je vais nager beaucoup plus que pendant la période spécifique triathlon ou spécifique Ironman. Et je vais travailler plus la VMA ou la SV2. Je ne sais pas si vous connaissez les différentes zones d'entraînement. Ouais. Allez, quelqu'un se lance. Les zones d'entraînement. Personne n'ose. Ah si, Violette. Nageuse également. Il y a beaucoup de nageurs. Nageurs et nageuses. Qui posent des questions. Ouais.
Bonjour, moi je suis Henri Violette en L3 entraînement sportif et spécialité natation. Et on a vu au premier semestre les seuils ventilatoires, donc c'est pas trop des zones, mais c'est en lien avec un découplement entre un ratio CO2 et O2, inspiré ou expiré. Et donc, il y a tout un processus physiologique et chaque seuil a ses spécificités, si c'est des déficits d'oxygénation cérébrale, etc. Donc, je suppose que c'est de ça que vous parlez. Ouais. Mais après, je ne vais pas tout détailler parce que c'est très scientifique, là. Oui, très scientifique. Oui, c'est ça. Mais en fait, nous, dans les entraînements, alors sur la plateforme iDo Sport, on travaille en 7 zones, d'accord ? Par exemple, quand on court sur de l'endurance fondamentale, on va être en zone 1, ça c'est du souple. En zone 2, on va être en endurance. Quand on va rentrer sur de l'endurance active, on va être en zone 3. Quand on va rentrer sur du SV1, on va être en zone 4, début de zone 5. Et SV2, on va être en zone 5. D'accord, et de la VMA, on va être sur la zone 6 et de la zone 7, on va être sur du sprint. En gros, on est sur ces spécificités-là. Et quand on a l'expérience, parce que même avec un peu moins, on va travailler sur le RPE. Je ne sais pas si vous connaissez le RPE. Oui. C'est quoi ça? Non? Je sais plus c'est quoi. C'est quoi le Ouais, c'est exactement ça, c'est le ressenti à l'effort. C'est comme, c'était l'échelle C, l'échelle de Borg, où on est de 0 à 10, on va être sur son ressenti, on ne va pas forcément regarder le cardio, mais plutôt on va prendre en compte toute la globalité du corps. Si en ce moment on est en forme, un peu fatigué, le ressenti va être différent, donc c'est très subjectif. Okay. Et on travaille maintenant un peu plus là-dessus. Et du coup, en lien avec ce qu'on parle de la planif, la durée moyenne d'une période d'affûtage pour une course comme un Ironman, ce serait en moyenne de combien de temps? Là, on arrive, on prend l'affûtage 2 semaines. 2 semaines avant. 2 semaines. Ouais, on va être sur le spécifique. Généralement, ma dernière grosse sortie d'entraînement, c'est le mercredi, donc à peu près 10, 11 jours avant la course. Et certains vont quand même faire de l'intensité. Après, en fait, ce qu'il faut faire attention, c'est pas de tout couper, c'est d'essayer de maintenir un volume d'entraînement pour rester actif. Tu diminues plus le volume au lieu de l'intensité ou les deux? On diminue les deux. Ok. On diminue les deux et surtout le volume parce que vous allez voir, on est en période, je suis autour de 20 à 25 heures d'entraînement. Alors j'imagine que je reviens à l'aspect mental, parce que c'est vrai que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Dans cette période d'affûtage où justement 10 jours avant tu fais la dernière grosse sortie, est-ce que mentalement, il n'y a pas un petit phénomène qui te dit dans ta petite tête, là, ah là là, si j'en fais moins, je ne vais pas être performant le jour J, quoi? Ah bah si, moi, louper une séance, mentalement, c'est très compliqué. C'est très compliqué de louper une séance, surtout s'il est mis sur le planning. Ça arrive que mon coach, il me mette une séance et qu'il me mette optionnel, mais quand c'est mis sur la planification, optionnel... je ne connais pas et c'est dans la tête parce que à l'inverse, si moi je dis à quelqu'un voilà, cette séance-là, elle est optionnelle pour toi, il n'y a pas de souci, je vais savoir lui expliquer, mais pour moi, je ne vais pas savoir me l'expliquer, non, il va falloir que je la fasse. Et comment tu arrives à gérer donc, ces entraînements qui sont particulièrement longs en plus et ton travail à côté? Ouais, du coup oui, en effet. Alors j'ai mon association sur Paris qui me soutient dans mon projet. Voilà, réellement, je travaille avec des bénévoles, des gens passionnés, donc ils savent ce que c'est, ils me soutiennent. Aujourd'hui, j'ai réussi à construire une structure où comment dire, je n'ai pas d'horaire fixe. Donc, en fait, je peux travailler très tôt le matin, comme m'entraîner très tôt le matin pour monter mes dossiers. Par exemple, moi, je fais des demandes de dossiers de subvention, des choses comme ça pour l'association, des planifications pour mes formations. Et ça, je peux l'organiser dès le matin. Aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, on arrive à travailler rapidement et quand on veut.
Après, forcément, il y a des réunions des fois où il faut jongler. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me lève tôt. Je m'entraîne très peu le soir parce que comme ça me permet de retrouver, d'aller chercher ma fille à l'école ou d'être avec tout le monde le soir. Mais par contre, c'est vrai que les grasses matinées, je n'en fais plus. Après, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, ça ne me dérange pas. Mais je me lève aux alentours de 5-6 heures. Ouais. Tom Bornienbuck, spécialité football. Mais du coup, en lien avec le travail, avec tous les entraînements, vous ne faites pas vraiment de pratique autre en sport ou autre activité, type jeu de cartes ou je ne sais quoi, qui peut être lié avec ça et qui permet d'avoir la performance. Enfin, c'est vraiment que ce sport maintenant que vous faites. Ouais. Non, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Je crois que je n'ai pas retouché un ballon depuis que j'ai 25 ans. Du ski, je ne vais pas aller en faire parce que je n'ai pas envie de me blesser. Et c'est pas par peur et j'ai aucune pression que ça soit... Voilà, parce que certains athlètes peuvent avoir la pression des partenaires ou quoi que ce soit. Hein. Les choix que je fais, je les fais en pleine conscience et ça ne me dérange pas du tout. Mais je ne vais pas prendre le risque de me blesser pour, je sais très bien qu'après, mentalement, ça sera compliqué pour moi si je ne peux plus m'entraîner. Donc là, c'est vraiment un choix personnel. Ouais. Et il n'y a rien d'autre. On me propose un paddle, je n'irai pas faire un paddle demain soir. Ouais. Et choisir, c'est renoncer. Hein. C'est vrai. Moi, je voulais savoir, c'est par rapport à la natation, parce que du coup, c'est pas votre sport de prédilection. Et vu que vous avez un coach à distance, il n'est pas là pour vous dire que votre technique n'est pas bonne. Ou... Du coup, comment ça marche? Tout à fait, ça c'est la problématique, mais par contre je suis au country, donc je m'entraîne en natation avec le club, d'accord, avec le groupe, même si j'arrive à faire 1 voire 2 séances au mieux avec eux, mais c'est sûr que ça change de pouvoir nager avec des nageurs, de voir comment ils nagent, d'avoir quelqu'un sur le bord du bassin qui te conseille, ouais. Ça en effet c'est un plus. Ouais. Quand vous dites que louper une séance pour vous c'est pas envisageable, est-ce que vous considérez que le sport est peut-être comme une addiction, c'est-à-dire que dès que vous loupez vous allez vous sentir mal ou c'est juste mentalement vous n'allez pas réussir à reprendre après? Ah, c'est une addiction positive, ouais. Oui, voilà, positive, oui, c'est pas négatif. Non, oui, c'est sûr que si j'en fais plus, ou alors il faut que je trouve quelque chose d'autre à faire. Ça, il faut que je sois occupé, on va dire. Mais aujourd'hui, oui, le sport fait partie intégrante de ma vie, ouais. Vaut mieux ça que le tarot en ligne. Hein. C'est ça, tout à fait. Non, mais oui, on peut voir ça comme une addiction, mais moi, je vois ça plutôt de façon positive, ouais. Je sais pas quelle heure elle est, mais je continue pour vous. T'es tranquille, là, il te reste 45 minutes, tu gères bien, comme tu souhaites. Parfait. C'est parfait, il y a beaucoup de questions, c'est c'est très agréable. Là, c'était parce que je voulais vous montrer le volume d'entraînement aussi que je peux faire à différentes phases. Du coup, la préparation générale, vous avez vu, c'est de novembre à mars. Donc là, je vais être plus entre 14h et 18h d'entraînement. Hein. C'est vraiment d'entraînement pur. On est vraiment dans les séances, là. Hein. On ne compte pas le temps de changer. Là, ça devient très intéressant. On voit les heures consacrées à ta pratique. C'est ça, exactement. Et après, quand on arrive dans une préparation spécifique, on va être plus entre 16 et 20 heures. Alors pourquoi ça augmente? C'est le vélo. Hein. Le vélo en triathlon, ça demande beaucoup de temps. Comme le vélo tout court, quand on fait une sortie vélo, c'est pas comme à pied où on va sortir 45 minutes, on aura fait une séance d'endurance et ça sera bien. Pour sortir à vélo, déjà 2 heures, c'est le minimum pour pouvoir commencer. 2 heures, tu fais combien de kilomètres? Après, je fais beaucoup de vallonné, on est autour de 60 km. Je vais beaucoup en Suisse normande. La Suisse normande est bien, là. Ouais, on est bien servi par ici. La côte de Goupillières. C'est ça, exactement. Et après, quand on est en préparation spécifique Ironman, on va être entre 20 heures et 25 heures. Ok, pourquoi toujours cette augmentation? Forcément, il faut sortir des longues sorties. Donc à vélo, vous allez voir après, on va avoir des sorties entre 6 heures, voire 7 heures de vélo. Donc on part pour 200 km d'entraînement. À pied, on va être sur des séances de 2 heures, 2h30. Donc forcément, le volume, il augmente drastiquement. Quand tu pars en vélo, 6 ou 7 heures, tu t'entraînes tout seul, tu es accompagné, il y a des tranches où tu es tout seul, on te rejoint. Non, je suis tout seul.
Toujours tout seul? Je crois que je m'entraîne 95% du temps seul. Et alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, d'une, ça ne me dérange pas du tout d'être tout seul. J'aime bien être avec du monde, mais j'aime bien être aussi dans ma bulle. Et du coup, ça me permet d'être dans mon truc, de faire mes entraînements. Et la deuxième raison, c'est aussi parce que vu que l'emploi du temps, il est vraiment, on va dire, au cordeau, s'il y a un retard de quelqu'un, je ne vais pas supporter de l'attendre. Et au moins, je suis clair avec les gens, comme ça, je ne me dispute pas avec eux, mais je sais quand je dis à ma femme à quelle heure je rentre, elle sait à quelle heure je rentre. Voilà, en gros, c'est ça, c'est pour ça, et ça ne me dérange pas du tout. Et donc, dans le triathlon, tu as 3 activités différentes. Comment tu gères? Parfois, tu les enchaînes, tu fais des regroupements dans tes entraînements ou tu es toujours dissocié, chaque activité a sa journée? Ah bah, parfait. C'est bien, tu anticipes les diapos. Je n'étais pas sûr que ça soit ça. Comme quoi, il avait tout prévu. On est bien. Là, par exemple, c'est une semaine type en triathlon. Une semaine type en préparation Ironman. Comme tu dis, il y a des fois, on va enchaîner, parce que c'est un peu le principe du triathlon, hein, c'est d'enchaîner. Alors, ça m'arrive très rarement de faire natation, vélo, course dans une même journée. Hein. La plupart du temps, ce que je fais, c'est vélo, course à pied. C'est sur ça qu'on enchaîne. Sur une préparation Ironman, en gros, on va avoir 2 grosses journées. On va avoir 2 grosses journées. Une journée, on va être sur une journée spécifique et une longue journée. La journée spécifique, c'est la journée du 24, où là, on va faire des intensités à vélo sur allure Ironman. Okay. Et après, ça va être identique sur la course à pied, où on va être sur des intervalles spécifiques Ironman. Et après, une longue journée, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 27, on est sur 6 heures de vélo. En dessous, vous pouvez voir le nombre de kilomètres que j'ai fait. Ce que je vous ai indiqué aussi tout à l'heure avec les petits bonhommes. Alors là, il ne s'est pas mis, je n'étais pas assez comment dire, précis. Je pense que parce que normalement, ils indiquent aussi le RPE en bas. D'accord. Par exemple, sur une zone 50 minutes en footing, là, vous auriez RPE 2 avec un bonhomme jaune, ça veut dire normal, quoi. Il n'y a pas de difficulté sur la séance. Voilà une semaine type. Et moi, souvent, j'intègre du yoga. Le yoga, j'ai commencé il y a 2 ans. Pour moi, c'est une pratique qui est vraiment importante. Alors que ça soit dans tout sport, hein, je pense, quand je le fais, ça permet de remobiliser le corps quand on a des petites douleurs un peu à droite, à gauche. Et ça permet de souffler et de faire autre chose également. Parce qu'en effet, on l'a dit tout à l'heure, sur la semaine, ouais, je fais que ça, quoi, en sport. Et oui. Ouais, vas-y. Moi, je sais que par exemple, dans mon sport, quand j'ai 2 entraînements par jour, ça m'arrive d'en faire du BMX Race. Ça m'arrive d'en faire un le matin, essayer de récupérer au plus dans la journée pour être au maximum sur les 2 entraînements. Et est-ce que toi, du coup, tu fais ça ou, par exemple, quand je vois le mardi où tu as 3 enchaînements, tu enchaînes vraiment les 3 à fond direct d'un coup ou tu mets des temps de repos entre chaque? Alors non, j'enchaîne pas les 3. Hein. Ouais, c'est étalé généralement. Là, si c'est sur une journée comme ça, le vélo, je vais le faire au matin de bonne heure. Je vais aller nager le midi. Et puis les jambes en muscu, je vais les faire le soir. Ok, en fait, là, il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Tu les fais un peu dans le sens et dans l'ordre que tu veux. Alors normalement, si. Mon coach, il va me dire de commencer par la natation et faire le vélo. Mais après, il faut réussir à s'organiser aussi sur sa journée. Ouais, tout à fait. Par exemple, la journée du 24, ce n'était pas un enchaînement. Le vélo, j'ai dû la faire le matin, d'accord, et la course à pied, je l'ai fait le soir. Là, il n'y avait pas de spécificité d'enchaîner les séances. Et j'imagine que tout ça, comme tu le disais tout à l'heure, les séances sont organisées en fonction de ton emploi du temps personnel, enfin professionnel, familial,
Exactement. nutritionnel. C'est exactement ça. Alors après, maintenant j'ai l'habitude, donc même au niveau professionnel, je sais comment organiser mes rendez-vous en fonction des entraînements et de la période que j'ai. Alors, j'imagine que par exemple quand tu es à Paris, tu as prévu un entraînement quand tu es là-bas sur place pour aller courir ou aller nager. Tu as peut-être une piscine à portée de main, je sais. À Paris, oui, c'est assez accessible. Je sais quel entraînement je peux faire et pas faire. Quand je suis à Paris, forcément, s'il me dit de faire un parcours vallonné ou un parcours de force, je ne vais pas pouvoir le faire à Paris parce qu'on va aller rouler autour d'un hippodrome, on va faire des boucles de 3 km, on va faire 10, 20 tours. Et donc là, c'est d'autres entraînements. Sur une séance comme celle du 27, avec 6 heures de vélo et des séries de 1 heure, je crois, c'est ça? 2 fois 1 heure ou 2 fois 45 minutes. Comment vous gérez la nutrition? Parce que je sais que certains cyclistes ils font des pauses en boulangerie, mais quand on a des intensités à respecter comme ça, vous faites comment vous? Alors non, je fais pas de pause en boulangerie. Ou alors si je le fais, c'est que j'ai pas emmené assez de choses. Après, ça peut arriver. Mais non, j'ai tout sur moi. Donc c'est essentiellement des gels, des barres. Ouais. Et en plus, à ces périodes-là, et ce qui est très important sur ces distances-là, c'est qu'il faut s'entraîner à la nutrition aussi. Parce que de manger des gels, je peux vous le dire, les premières fois, ça fait drôle et on les assimile pas très bien. Là, je mange comme si j'étais sur course. Tu vois, c'est spécifique. Et vous allez voir le nombre de gels qu'on peut manger sur une course, il faut être préparé. C'est étonnant de dire manger un gel. C'est pas... Oui, ou de gober, c'est peut-être même gober plutôt. Plutôt gober un gel, oui. C'est ça. Parce que je te vois pas mâcher ton gel, là. Non, ça c'est sûr. Non, et puis, en fait, au début, on essaye des barres de céréales, on essaye plein de choses comme ça, mais en fait, aujourd'hui, les gels... c'est ce qu'il y a de plus efficace. C'est plus efficace quand c'est bien assimilé. Ouais. Il te faut beaucoup de protéines? Sur la course, j'en prends pas. Non, j'en prends pas. Non, pas du tout. Sur la course, j'en prends pas du tout, non. Avant ou après, sur les entraînements spécifiques, forcément, j'en prends après pour essayer de recharger rapidement. J'essaye de faire attention à ça, de manger dans les 30 minutes après la course. Pas la course même, mais l'entraînement, pour pouvoir recharger rapidement. De toute façon, une bonne planification, c'est de pouvoir... une bonne planification et un bon entraînement, c'est le fait qu'on puisse recommencer le lendemain. Ça, c'est important. En fait, ce que j'ai appris, moi, avec les entraînements et à pouvoir enchaîner autant, c'est que n'importe quel athlète, il peut enchaîner parce qu'il ne se fracasse pas à chaque entraînement. Ça, c'est intéressant ce que tu dis. Tu as des seuils de douleur. Par exemple, sur tes 6 heures de vélo, Suisse normande, à un moment donné, ça fait mal quand même. Ça fait mal, après on a... Alors comment ça se passe? La douleur, dès que tu t'as... Enfin, je sais pas si c'est dans ta préparation, mais en général, quand on sent la douleur, on baisse de rythme pour justement se préserver et pouvoir enchaîner le lendemain. C'est ça. En fait, on fait au ressenti et au cardio. Et au vélo, moi j'utilise la puissance maximale aérobie. Vous allez voir que je connais mes zones... j'ai mes zones et quand je suis dans des intervalles spécifiques, on n'en sort pas. C'est drôlement important, c'est primordial même. Tout à fait, ça permet de pouvoir enchaîner derrière. Parce que de toute façon, si on sort de ça, soit on se blesse malheureusement, ou soit après on est trop fatigué pour pouvoir refaire une séance après. On le voit très bien chez les cyclistes professionnels quand ils doivent faire le Tour de France, où ils partent dans une échappée, puis à un moment donné ils lèvent le pied, parce que justement ils explosent leur capacité. De toute façon, en course c'est pareil, souvent en plus il n'y a pas de drafting comme on l'a dit tout à l'heure, mais on ne va pas sortir, surtout sur Ironman, c'est tellement long qu'on ne va pas sortir de notre zone de confort, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de suivre quelqu'un qui appuie plus que nous. C'est soit on va le rattraper un peu plus tard sur la course à pied parce qu'on est mieux sur la course à pied ou alors parce qu'il explose. Mais si on sort de notre zone de confort, c'est sûr qu'après la course, ça va devenir un calvaire. Donc on a des zones qui sont toutes tracées. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un Ironman, on est robotisé. Et en fait, on sort pas de notre cadre. Et celui qui réussit le mieux, c'est qu'il a un cadre tout fait et qu'il l'a suivi de A à Z. Il n'y a pas vraiment de place à l'incertitude du coup sur, là tu veux ton prochain Ironman à Hawaï descendre sous 9 heures, quand tu vas arriver là-bas, tu sais quasiment si tu vas le faire ou pas.
Au niveau physique, je niveau physique, saurai au mois de septembre si je vais pouvoir m'en approcher ou pas. Après, ce qui rentrera en compte, ça sera la météo et comment je vais la subir, quoi. En gros, c'est ça. On est d'accord. Alors, des séances clés, là, maintenant. Ouais, du coup, je vous ai mis des séances clés type. Alors là, on est sur une séance... J'ai commencé... Ouais. J'ai mis une séance clé de course à pied. C'est celle qui était mise tout à l'heure. En gros, dans la préparation Ironman, on va avoir un tout petit échauffement parce qu'après, on n'a pas besoin de faire de ligne droite ou de choses intensives à l'échauffement parce qu'on ne va pas aller chercher des grosses intensités derrière. D'accord ? Ce n'est pas comme une séance de VMA ou une séance SV2 ou au seuil. Là, on va être, voilà, vous voyez, les 45 minutes. Moi, sur Allure Ironman, on est à 80%. Il ne faut pas que je dépasse 148 battements par minute. D'accord ? Si je dépasse ces 148, ou alors il faut que je sois vraiment autour, c'est un risque que j'explose à un moment donné. OK ? Donc là, on va être sur une allure, sur les 45 minutes, on va être sur une allure de 4... alors sur les dernières courses, j'ai fait 4,20 de moyenne, d'accord, sur l'Ironman, ce qui amène autour de 3h, 3h05 sur marathon. Et pourquoi, selon vous, il a mis 3 fois et 30 fentes et 30 foulées bondissantes? Pour simuler la fatigue, je pense. Ouais, exactement, oui, c'est ça. C'est vraiment pour simuler, sachant que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était la journée du 24. On avait fait le vélo le matin, il y avait les 4 heures de vélo. Et après, le soir, on faisait les 2h15 de course à pied. Donc forcément, il a remis un peu de renfort avant de partir sur les 45 minutes pour simuler de la fatigue sur course. Alors, une telle séance, tu la pratiques où? Tu la pratiques dans la rue, sur route, à Elitas? Non, non, Elitas, autour d'une piste, là, ça peut être long. Après, ça peut se faire, mais ça peut être très long. Non, je tourne autour de Louvigny, au carré de Louvigny. Pourquoi? Parce que en course à pied, le bitume, la route, c'est plus traumatisant que la piste cendrée ou terre battue qu'on a à Louvigny. Et du coup, je tourne là-bas. Et surtout que là, on est sur une allure où si c'est un petit peu vallonné, parce que bon, il y a 2-3 petites bosses, c'est pas très très grave parce qu'on maintient cette allure-là. On n'est pas sur du spécifique ou des 200, 300 ou 400 mètres. D'accord, donc je tourne en rond. Je tourne en rond et souvent, parce que sur 2h15, il faut emmener sa nutrition aussi. Donc j'ai plusieurs gourdes. Donc j'ai une gourde à un endroit que je pose, j'ai une gourde sur moi et au bout d'un moment, je change les gourdes pour pouvoir toujours avoir l'hydratation. Donc si on veut devoir t'entraîner, il faut y aller à 5h du matin à Louvigny, quoi. Ouais, non, pas sur cette séance-là. 17h, 16h, 17h. Ah bon, c'est mieux, c'est plus accessible. Après le goûter pour nous. Mais donc voilà, et ça c'est une séance vraiment clé sur cette distance-là. Et à vélo, donc c'était la sortie vélo qu'on a fait le matin. Et là vous pouvez voir, voilà, ouais, les watts qui sont à droite, d'accord. Et les watts c'est comme les zones cardiaques. En gros à vélo on va travailler sur ça. Et moi, alors là, elles sont plus élevées parce que ce n'était pas un enchaînement. Là, c'est plus des watts que je tiens sur Half. Sur Ironman, on va être autour de 250 à 260 watts, d'accord, de moyenne. T'as pas une petite batterie que tu recharges et que tu peux mettre dans ta voiture après pour partir? Ça peut aider, hein. Mais voilà, c'est des zones qu'on maintient et qu'on travaille en entraînement, hein. C'est vraiment spécifique. Intéressant, très intéressant. Puis au moins, là, on est sur du concret. J'espère que ça vous parle par rapport à tous les travaux que vous faites en cours. Parce que là, tu colles carrément à nos préoccupations de l'entraînement sportif. Une nouvelle question? Du coup, par rapport au vélo, est-ce que du coup, travailler sur des watts quand tu es dans des semaines où tu es un peu plus fatigué, c'est pas un peu plus dur du coup par rapport au BPM? Parce que les BPM, du coup, ça peut être un peu plus représentatif de la fatigue, alors que les watts, peut-être un peu moins. Ouais, tout à fait. Ouais, oui, ça peut jouer, mais du coup, alors c'est intéressant ce que tu dis, mais quand, par exemple, si on n'arrive pas à tenir les watts, c'est on sait qu'il y a de la fatigue, en gros, et que c'est compliqué en ce moment. Donc, on regarde si ça n'a pas été trop intensif avant ou qu'est-ce qui s'est passé.
mais généralement, ça correspond plus ou moins. Et l'important, c'est qu'on reste dans la zone. Donc forcément, si c'est plus dur, c'est toujours adapté un peu plus bas pour pouvoir maintenir l'entraînement. Okay, on s'adapte toujours. Forcément, il y a des séances où ça va être plus compliqué. Ouais. Et donc, si le cardio est trop élevé par rapport aux watts que tu peux tenir, eh ben, on diminue. Ouais. Et comme en course, on a un plan. Mais ce plan-là, il s'adapte aussi aux conditions météo et à la forme du moment. Ça peut arriver que 2-3 jours avant la course, on n'est pas bien, on n'a pas bien récupéré, il y a le voyage, il y a tout ça. Et ben forcément, on va adapter tout ça, on va diminuer. Et en fait, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui arrivent à s'adapter aussi. Hein. J'ai dit que en fait, tout était cadré, mais il y a une forme d'adaptation, mais on ne va pas aller chercher plus loin si on ne peut pas. Et ça, on le sait en fait. Quand tu as l'habitude de t'entraîner et d'avoir fait différentes courses et différentes séances, tu te connais. Et l'objectif, c'est quand même d'atteindre la fin de la course, surtout quand tu as un objectif principal. C'est aussi ça qu'il faut faire la différence entre l'objectif principal et l'objectif secondaire. Ou l'objectif secondaire, bon, si on a loupé, c'est pas très grave. On a essayé de sortir de notre zone de confort. Par contre, l'objectif principal, c'est d'aller au bout. Hein. Alors moi, j'ai une petite question pratique parce que on est quand même dans une région très pluvieuse, qui connaît quelques tempêtes, voire très froide. Hein, on sort d'une période très froide. Comment tu fais à 5 heures du matin pour te lever et aller courir à Louvigny ou ailleurs à moins 4, moins 5 degrés? Ouais, c'est des fois une question que je me pose, mais c'est vraiment... Elle se pose très, très rapidement. Hein. Je sais pourquoi je le fais. Du coup, je sais pourquoi je me lève et c'est ce qui me permet de me lever. C'est d'aller m'entraîner pour mes objectifs. C'est même pas une question... C'est vraiment tes objectifs qui te mènent. Quoi. C'est les objectifs qui me mènent. Je sais, alors la plupart du temps, en plus tu m'as posé la question, parce qu'après Hawaï, quand on a fait un gros objectif, ou quand on fait un marathon... oui, ça peut retomber. Oui. Certains, ça retombe. Pour l'instant, moi, c'est pas retombé parce qu'à chaque fois, je me suis remis un objectif. Alors, avant même d'avoir essayé d'atteindre l'objectif de la saison, j'ai déjà dans la tête l'objectif de la prochaine saison. En fait, c'est ce qui me permet de ne pas avoir de down, comme on dit, après les courses. Donc, les embruns, alors? Peut-être embrun, peut-être l'X-Tri, je sais pas, on verra. Mais ouais, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Question chuchote beaucoup, donc j'imagine que vous avez des commentaires. Et là, sur le même principe, il y avait, je vous l'ai mis parce qu'elle n'était pas dans la semaine type, mais il y a aussi, il y a plusieurs semaines différentes, mais il y a les enchaînements qui sont importants, où là, on est sur le même travail qu'on a vu tout à l'heure, avec un vélo et les différentes zones, et après enchaîner avec une course à pied avec 20 km allure Ironman, donc on est sur 4,20 et ça ne bouge pas et on pense bien à s'hydrater et à s'alimenter sur les 2 séances pour pouvoir tout enchaîner. D'accord ? Donc ça, on est sur les watts à atteindre sur la course et l'allure spécifique qu'on veut atteindre sur l'Ironman. Et on enchaîne les 2. Il t'arrive parfois de faire... Alors tu nous as montré une programmation sur hebdomadaire. Mais est-ce que pour te rassurer, parfois tu as envie de sortir une journée en disant je vais me faire un Ironman pour moi tout seul? Non. Non, pour l'instant, tu fais vraiment confiance à la programmation, quoi. Je fais confiance à la programmation et aujourd'hui, et c'est pour ça que cette année, ça fait 2 ans qu'on a fait cette planification-là. Je fais plus d'un Ironman là en début de saison avant l'autre. Parce que la distance, on la connaît et on sait qu'elle peut se faire. Donc aujourd'hui, sur la distance, je suis rassuré. Maintenant, après il faut travailler les points faibles. Ouais. Alors justement, c'est peut-être le moment d'en parler. Je ne sais pas si à quel moment tu avais prévu d'en parler. J'anticipe peut-être un peu, je ne sais pas. C'est par rapport à cette anecdote d'un des Ironman que tu as pu faire il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, et sur lequel, à la fin, tu as éprouvé le besoin de te rapprocher d'un préparateur mental.
Ouais, tout à fait. C'était à Barcelone, non ou... C'était l'Ironman de Barcelone. Ouais, tu vois, j'ai fait, la mémoire, tu vois. Alors, l'Ironman de Barcelone, c'était il y a une question derrière toi, Fred. L'Ironman de Barcelone, c'était la première course où je m'étais dit il faut que je me qualifie à Hawaï sur cette course-là. Et là, c'était vraiment mon objectif. Sauf que vous allez voir, après, je vais vous parler de préparation mentale. Et je m'étais focalisé tellement sur l'objectif, j'avais tellement regardé le listing des inscriptions et de savoir qui y avait de présent, qui était sur la course, s'il était plus fort que moi, si j'avais les chances d'y arriver ou pas, qu'en fait, je suis complètement passé à côté de la course. Et ça a été une de mes pires courses parce que j'ai complètement explosé au niveau nutrition, hydratation. Et mentalement, j'étais complètement à bout et je n'ai pas atteint mon objectif. Et ça m'a vraiment remis en question. Et c'était grâce à ce moment-là que je me suis entouré d'une préparatrice mentale pour éviter tout ça. Est-ce que tu travailles en salle de musculation et quelle place ça prend dans ta préparation si tu le fais? Alors la musculation, je l'ai mise. Alors c'est pas vraiment de la musculation parce que je vais pas en salle parce que c'est un comment? Seulement poids de corps et avec un peu de poids parce que j'ai ce qu'il faut chez moi, mais j'ai pas autant de poids qu'une salle de muscu où je pourrais vraiment faire de la force. Mais c'est un manque de temps où là, ça serait compliqué de le mettre en place, mais c'est une vraie volonté pour pouvoir progresser. Je sais qu'aujourd'hui, ça serait un facteur important d'aller en salle ou d'avoir un préparateur physique vraiment spécifique. Ouais. Là, du coup, voilà, vous avez un exemple de nutrition de mon tableau Excel sur mes courses. Donc, vous voyez, sur les courses, c'est 17 gels avalés et je vais être autour normalement de 80-90 grammes de glucides par heure. Ce qui commence à être assez élevé, mais par exemple, les pros comme les Sam Laidlaw ou autres, ils arrivent à ingurgiter 180 à 200 grammes de glucides par heure, ce qui fait, c'est vraiment énorme sur le vélo. Sur le vélo, alors pas sur toute la course, mais sur le vélo, ils arrivent à ingurgiter beaucoup. Et c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement et une planification. Et c'est pour ça que je vous ai dit sur les entraînements spécifiques, je mange des gels pendant toute la sortie. Donc là, vous voyez, tout est planifié. Avant la natation, je prends un gel. À la T1, c'est la transition parce qu'on enlève notre combinaison et après, on prend notre casque de vélo pour aller sur le vélo. Et sur le vélo, on est sur 9 gels et des bidons d'eau avec des électrolytes si besoin quand il y a beaucoup de chaleur pour en rajouter par rapport au gel. Et la course à pied, voilà, on continue avec nos gels. Et ce que j'ai rajouté, c'est un gel CAF, donc avec de la caféine, ce qui permet de donner un coup de boost. Mais c'est pareil, quand j'ai rajouté ça et que j'ai testé ça à l'entraînement, au début, c'est pas passé du tout. Donc il a fallu que je le fasse plusieurs fois pour pouvoir l'intégrer dans la course. D'accord? Donc c'est vraiment de l'entraînement sur ça. Et puis l'hydratation, c'est vraiment un élément important aussi, que ça soit sur une course à chaleur ou sur une course sans chaleur, il faut vraiment être sur au minimum 500 ml d'eau par heure. Okay. Et quand on est avec, par exemple à Hawaï, on doit être plus autour de 750 ml d'eau. Hein. Et ça, on doit avoir tout ça sur nous. Donc forcément, il y a des astuces pour les garder avec nous. Par exemple, à titre d'exemple, les gels sur le vélo, ils sont dans mes bidons d'eau. D'accord, je les ai mélangés avec mon eau, comme ça, en fait, je prends tout d'un coup et quand je passe au ravito, je prends des bouteilles d'eau et je les bois juste au ravito. Okay, comme ça, je ne sors pas mes gels de la poche, je ne l'ouvre pas, on ne prend pas notre temps pour le prendre. Pas de temps, tout quoi. est optimisé. Après, on peut prendre notre temps, il y en a qui s'arrêtent au ravito et tout, ça dépend de ce qu'on se fixe sur la course. Vous avez des questions sur la nutrition ? Justement, ça serait bien parce que malheureusement, c'est pas toujours ce qu'on aborde le plus dans ces études. C'est plus pour savoir comment tu fais pour les bidons. Par exemple, tu en as 3, donc quand ils sont vides, est-ce que tu les donnes, tu les jettes ou tu les gardes avec toi? Ouais. Alors quand ils sont vides, en fait, il y a des zones, ils sont proches des ravitaux, il y a des zones où on peut les jeter. En fait, on les jette et puis après, on reprend un bidon, sur la course.
Où eux, ils ont des bidons d'électrolytes et tout, mais c'est pareil, il faut avoir testé la marque ou alors être sûr que ça passe parce que ça peut être fatal aussi. Et moi, je voulais savoir au niveau des gels, du coup, vous disiez que les meilleurs, ils avaient ingéré plus de gel que vous. Et du coup, vous, dans votre préparation, vous entraînez à en manger le plus possible à chaque fois? Ça marche comment? C'est-à-dire que j'essaye d'en manger. Par exemple, sur une course, vous en prenez 9. Et sur une prochaine course, un prochain entraînement, vous en prenez plus, quoi. Ouais. Bah, j'essaye. Après, là, je pense que j'ai trouvé, parce qu'il y a eu des, comment dire, j'ai eu des échecs sur la nutrition. Il y a eu des moments où j'ai explosé, j'avais plus de jus. Donc, du coup, on a rajouté des choses. Aujourd'hui, là, les 2 plans que j'ai mis, ça a plutôt bien fonctionné et c'est ce que j'ai maintenu au Pays de Galles. Donc, mettre plus, ça devient compliqué. Et en gros, en fait, tout est lissé. C'est-à-dire que sur ma montre ou mon compteur Garmin, j'ai une alarme qui m'indique à quel moment je dois prendre mon gel. Par exemple, toutes les 15 minutes, ça sonne. Pour pas oublier qu'il faut que je boive une gorgée, qu'il faut que je prenne la moitié de mon gel. Parce qu'en fait, je le gobe pas d'un coup. Je prends qu'une gorgée de bidon. Ou en course à pied, je prends la moitié d'un gel. Comme ça me permet de lisser l'apport glucidique. D'accord ? En fait, ça évite de faire un pic glucidique et que ça redescende et après que j'en remette un. Là, au moins, quand on prend à moitié, ça reste un peu près stable, on va dire. D'accord ? Parce qu'en gros, les gels endurance, ils font 45 grammes de glucides chacun. Donc, en fait, ça fait 2 gels par heure de prix. D'accord ? Étalés. Tout un programme. Tout un programme, oui. Question. Mademoiselle. Cassandra Asquette, L3S, spécialité gym. Vous avez mis que vous prenez 6 gélules pendant l'Ironman, mais c'est des gélules de quoi? Alors ouais, non, les gélules, en fait, c'est des gélules d'électrolytes parce que de ce que j'ai vu sur les erreurs que j'ai fait auparavant, c'est que j'avais mes gels et j'avais une boisson électrolyte avec des saveurs. Par exemple saveur citron, et en fait à aucun moment j'avais l'impression d'être hydraté parce qu'avec le goût il y avait toujours ce goût sucré alors que c'est indiqué 0 sucre, hein, mais j'avais toujours cette sensation de devoir boire. Et là en fait les gélules que j'ai trouvées, je les ouvre et je les mets dans mes bidons. En fait c'est de la poudre qui n'a pas de goût et en fait j'ai l'impression de boire de l'eau, et ça me permet par contre d'avoir de l'apport d'électrolytes dans mes boissons. D'accord ? C'était surtout ça. Le mot gélule fait peur. Oui. Si tu vois la préoccupation liée au dopage, j'imagine. Tout à fait, mais non, il n'y a pas de dopage là-dedans, c'est juste des apports minéraux. Hein. Question du mental. Mais jeunes gens, jeunes filles. Alors là, le mental, c'est vraiment important dans chaque sport. Moi, j'ai pas mal regardé de choses et on m'a appris pas mal de choses sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, sur se focaliser sur soi et ses capacités. Hein. De toute façon, sur le jour de la course, il y a forcément des personnes meilleures que soi, des personnes qui sont moins fortes que soi, des personnes qui vont être plus en forme au moment, moins en forme. Donc en fait, j'ai appris à me focaliser que sur moi, sur la course. D'accord ? Et c'est ce qui m'a permis de profiter pleinement de mes courses. Ok ? De toute façon, que j'arrive, on va dire, 100, 5e, premier, voilà, la course, ça sera la même. J'aurais pris autant de plaisir à partir du moment où j'aurais donné tout ce que j'avais. Est-ce qu'il y a des techniques pour se focaliser sur soi-même ? Et donc oui, j'ai des techniques pour me recentrer. On m'a posé la question tout à l'heure sur les pensées négatives de mémoire. Dès que j'ai des pensées négatives sur la course, par exemple, je claque des doigts. Comme ça me permet de me recentrer sur moi. Et en fait, ça, j'ai appris ça par rapport à des différentes lectures sur, par exemple, l'art de vaincre avec le rugbyman néo-zélandais. Que je ne vais pas retrouver le nom, mais qui est très connu, qui lui se tapait les cuisses avant chaque transformation, d'accord, pour vraiment se focaliser sur comment ? Oui, tout à fait, c'est lui, Dan Carter.
Par exemple, si vous regardez Nadal, à chaque fois qu'il fait un service, regardez tous les tocs qu'il a, et à chaque fois c'est la même chose. C'est parce qu'il faut qu'il se concentre sur lui-même et il met ça en place. Un qui est très adepte de ça aussi, c'est Novak Djokovic. Il y a une vidéo qui est très réputée sur lui où on le voit faire de la méditation et de la respiration pour se concentrer. Donc voilà, tout le monde le pratique. C'est une question sur, on va dire, comment tu juges ta performance. Est-ce que avant tu voyais plus un nombre de places et essayer de, on va dire, vaincre les adversaires, et maintenant tu es plus à un objectif de passer sous un seuil de temps où tu es moins dans la vision de contre qui tu es, mais plutôt contre toi? Là, c'est ça, c'est contre soi, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, je connais mes watts, je connais mes allures, je ne vais pas sortir un 4 minutes au kilomètre sur Ironman, sur le marathon, je ne vais pas sortir 320 watts sur le vélo, je sais ce que je peux sortir, donc forcément, je sais ce que je dois faire. Et à partir du moment où mes données à la fin seront là, c'est que j'ai réussi ma course, et après, on regarde le classement. Oui, on n'est pas, de toute façon on le sait aujourd'hui en termes de préparation mentale, on n'est pas focalisé sur le résultat pur. Non, tout à fait. On est d'abord, comme tu parlais, source de plaisir, les moyens que je vais utiliser pour avoir ma course régulière et tenir ce que je sais faire. Mais le résultat, on sait que c'est un facteur justement de contre-performance. Enfin, contre-performance, et je l'ai vécu à Barcelone. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Et depuis que je me suis défocalisé de ça et que je me suis concentré sur moi-même, et forcément les courses et les résultats viennent avec. Donc non, il ne faut pas penser au classement, il faut d'abord penser à tout ce qu'on a mis en place avant et à tout ce qu'on doit faire sur la course. Et tout ce qu'on a préparé. Alors, épreuve de 7h30, 8h, là je parle carrément dans l'épreuve. Est-ce que tu as des techniques de relaxation? Parce que j'imagine que étant 4 heures sur le vélo, c'est quelque chose quand même. Voire dans l'eau, techniques, je sais pas, de sophrologie ou des techniques de respiration. Je pense à la cohérence cardiaque, par exemple. C'est ça, ouais, c'est la cohérence cardiaque qu'on a mis en place l'année dernière. Alors, ça fait qu'1 an, mais oui, je m'entraîne pas mal à la respiration et notamment la cohérence cardiaque, à bien respirer. Et sur le vélo également, parce que oui, le vélo, c'est long. On part au minimum autour de 5 heures de vélo, donc forcément, et puis on est tout seul la plupart du temps. Donc il faut réussir à se focaliser. Si je prends l'exemple d'Hawaï, la course sur le vélo, c'est un aller-retour sur une autoroute. Donc forcément, c'est très long, il y a du vent, on se le prend en pleine face. Donc il faut, encore une fois, se défocaliser là-dessus. Des fois, il y a des adversaires qui nous passent à côté de soi. Il faut l'accepter, il faut se concentrer sur ses paramètres, sur sa respiration et continuer d'avancer. Et forcément, il y a un moment donné, ça revient à chaque fois. Concrètement, depuis la pratique du foot, donc depuis la dizaine d'années que vous pratiquez le triathlon, quels sont les points les plus importants vous pensez avoir évolué positivement au niveau mental et au niveau de la préparation, de la façon dont vous abordez le sport? Déjà l'hygiène de vie. L'hygiène de vie dans le foot, alors c'est vraiment complètement différent le foot ou le triathlon. Déjà, là, moi, je suis tout seul avec moi-même, je fais ça pour moi. Le foot, c'est collectif, on faisait plus la fête. J'ai été stapsien aussi. Peut-être que ça a joué sur mon corps et mes blessures. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses autour de l'hygiène de vie sportive, mais aussi personnelle, parce que forcément, ça me permet d'être plus actif dans mon travail, ça c'est clair. J'ai appris beaucoup de choses autour de l'entraînement, parce que dans le foot, on ne s'entraînait pas au niveau spécifiquement au niveau de l'endurance, les différentes zones, le RPE, la fréquence cardiaque, tout ça, c'était des choses qui étaient un peu inconnues pour moi, à part ce qu'on avait appris en STAPS. La préparation mentale, le fait d'être patient. Au foot, on est toujours à fond, c'est vraiment différent. Et puis après, ça m'a apporté beaucoup de choses personnellement.
et professionnellement. Et je le redis, je suis beaucoup moins performant dans mon travail quand je m'entraîne très peu la semaine que quand je m'entraîne beaucoup. Parce que j'ai même pas le temps de réfléchir, que du coup les décisions... Alors elles se prennent plus justement, rapidement. ça rejoint certainement ton entre parenthèses là, Et oui, le dernier, ouais. qui est aujourd'hui, on sait, qui est primordial. S'écarter du résultat de son projet et vivre l'instant présent. C'est la mindfulness, hein, quelque chose comme ça. Comment Méditation de pleine conscience. C'est une méditation de pleine conscience, ouais, vivre l'instant présent. Et ça, c'est ce que j'ai appris. Alors, j'ai fait pas mal de méditation, j'ai essayé beaucoup de choses. Et après, on me l'a réinculqué avec la préparation mentale. Mais ouais, vivre l'instant présent, c'est important. D'être là et de ne pas penser à ce qu'on va faire demain réellement. Alors, même si forcément, il faut s'organiser. Mais quand on est sur son objectif et qu'on est pleinement dedans, c'est important de le vivre à fond. Ok ? Et ça, vous pouvez n'avoir que des bons résultats si vous êtes pleinement actif dans ce que vous faites à l'instant T. Leçon de vie. Ouais, j'ai appris tout ça au fur et à mesure. Je répète ce qu'on m'apprend. Un écosystème positif, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors quand on monte un projet, que ça soit sportif, professionnel, parce qu'on peut prendre aussi des entrepreneurs qui montent leurs entreprises, et ben forcément quand on monte quelque chose, il y a une part d'égoïsme. On est centré sur nous-mêmes, sur nos objectifs, sur ce qu'on veut mettre en place. Mais l'ego est important, mon cher Robin. Comment ? L'ego est important. Tout à fait, elle est très très importante. Mais du coup, il y a toutes les personnes qui sont autour de soi et il faut réussir à leur amener la chose pour qu'ils l'intègrent et qu'ils le comprennent, d'accord, en faisant des concessions, des partages pour que tout le monde s'y retrouve. Ça, c'est très important. Et puis, du coup, vous voyez que moi, il y a moi et après, j'ai ma famille voilà, je fais mon sport, je travaille. Mais après, je m'occupe de ma famille. Et ensuite, j'ai mes amis qui viennent autour. S'il me reste du temps, et moi, les amis que j'ai aujourd'hui, ils le comprennent très bien. C'est sûr que je suis moins actif qu'il y a une dizaine d'années sur les sorties et tout. Mais aujourd'hui, c'est pleinement intégré par eux. Et ils le savent que mes priorités, pour l'instant, elles sont autour de ces projets-là et de ma famille. Alors moi, je tiens à rendre hommage, je ne connais pas ta femme ni ta fille, mais j'en ai entendu parler un peu. Je crois que ta femme a un métier aussi très prenant. Et elle a un métier prenant aussi. Donc trouver ce jonglage, enfin cet équilibre de la vie de famille, c'est assez extraordinaire, bravo. Hein. Tout à fait. Mais pour moi, c'est important, elle a un métier prenant, mais voilà, on met tout en place pour que chacun s'y retrouve. Elle travaille également à Paris, donc elle fait des allers-retours à Paris. Mais on s'organise pour que chacun atteigne ses objectifs et ça c'est clair. On met tout en place et notre fille voilà, le comprend très bien et elle l'a très bien assimilé et c'est pour ça que moi dans toutes mes courses, la plupart des courses ou très peu de courses, elles ne sont pas venues, elles ont toujours été présentes avec moi pour m'encourager et m'accompagner et ça va même au-delà d'eux, voilà, c'est même voilà, mes parents, mon cercle familial qui m'accompagne et certains amis aussi viennent sur mes courses et en fait ça crée aussi un engouement autour de ce qu'on met en place parce qu'ils sont contents aussi de nous accompagner dans notre projet et ça c'est important et quand on a réussi à mettre tout ça en place c'est qu'on a réussi. On arrive peut-être bientôt au terme, je ne sais pas, tu as certainement des choses encore à... Je sais pas, mais ouais, oui, voilà, tous les engrenages, enfin tout ce dont tu as besoin. Et là, on l'a évoqué. Là, c'est drôlement important ce qu'évoque Robin pour conclure. Mais il faut savoir s'entourer, c'est un écosystème positif où on s'entoure de professionnels, on l'a évoqué plein de fois, où là aujourd'hui j'ai des partenaires financiers, un kiné que je peux contacter si j'ai besoin, une médecin du sport, un partenaire matériel. Et là ce que je vais ajouter aussi également, ça va être un nutritionniste sportif pour spécifiquement Hawaï. Voilà, on essaye de mettre des choses en place au fur et à mesure. Et ça, on l'a dit, après le sport, ça m'a permis d'avoir des grandes expériences uniques avec différents voyages
de la découverte interne, c'est-à-dire personnelle, mais aussi externe. On a voyagé à pas mal d'endroits et ça a permis de faire du partage, de la mise en réseau. Et les choses importantes que j'ai pu mettre en place aussi avec le sport et de sortir de ma zone de confort, faire une présentation devant 14 000 spectateurs au Stade Malherbe de Caen quand je me suis qualifié la première fois. Alors ça a duré, on va dire, 3 minutes, mais c'était avant le match et c'était quand même assez impressionnant. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait grandir. Ça a été des interviews et même la conférence à l'UFR STAPS, parler devant vous, c'est quelque chose aussi qui s'apprend et qui s'acquiert avec l'expérience. Et aujourd'hui, je peux parler devant vous, mais il y a une dizaine d'années, ça aurait été compliqué. Mais voilà, on l'apprend au fur et à mesure. Et c'est important de sortir de sa zone de confort et de ne pas rester dans ce qu'on sait déjà faire. Très bien, très bien, très bien. Donc, si j'ai bien compris, nous arrivons au terme de cette conférence. Je ne sais pas si nos étudiantes ou nos étudiants seraient capables de tenir plus de 8 heures d'effort, compte tenu de la concentration que certains d'entre vous tiennent sur 2 heures. Néanmoins, Robin, s'il vous plaît. Néanmoins, Robin, un grand merci à toi parce que nous sommes au cœur du sujet de l'entraînement sportif. On voit que l'entraînement sportif, ce n'est pas simplement une planification du travail sportif, mais c'est aussi un réseau, c'est aussi une plaquette là, qui est en train de circuler pour trouver des partenaires financiers. Une belle expérience encore, merci beaucoup. Tu as, je pense, vu compte tenu des questions qu'on a eues aujourd'hui, tu as contribué à la formation de nos étudiants. Merci beaucoup. Mais merci à vous, hein, c'était un plaisir.